Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit. Et pour m'accompagner ce soir, Gallagher Fenwick, bonsoir. Bonsoir Margot. Aurélien Duchesne, bonsoir à vous. Bonsoir. Sophia Amara, bonsoir. Bonsoir Richard Verly, bonsoir. Noémie Aloulia, bonsoir. Et le général Richoux, toujours en place, toujours là quand on a besoin de lui. On va prendre la direction de Washington dans un instant, puisque réunion de crise ce soir du côté de la Maison-Blanche à la Situation Room avec Donald Trump et ses principaux conseillers, notamment sur l'Iran et le détroit d'Ormuz. Une guerre qui pourrait reprendre dans quelques instants. C'est ce que disent les conseillers américains à la Maison-Blanche aux médias Axios. Mathieu Kerman, bonsoir. Vous êtes en direct de la Maison-Blanche. Une réunion de crise avec Donald Trump et ses principaux conseillers ce soir. Absolument, et preuve que Donald Trump prend cette situation dans le détroit d'Ormuz très au sérieux. Il a donc convoqué ce matin, heure de Washington, une réunion de crise dans la Situation Room avec, vous l'avez dit, ses principaux conseillers, notamment le vice-président J.D. Vance, mais aussi le chef d'état-major des armées, Dan Kane, mais aussi le secrétaire à la guerre. Tous étaient réunis ici à la Maison-Blanche pour faire un point sur la situation actuelle et cette nouvelle fermeture du détroit d'Ormuz décrétée par l'Iran ce matin. Donald Trump qui avait menacé une fois encore hier soir l'Iran. Si un accord n'est pas trouvé d'ici mercredi, alors les bombardements reprendront. Une information qui a été confirmée par le média Axios tout à l'heure et qui cite des hauts responsables de l'administration américaine. Donald Trump est prêt à appuyer sur le bouton pour de nouvelles frappes sur l'Iran si l'Iran ne cède pas et ne rouvre pas le détroit d'Ormuz. Alors sachez tout de même que Donald Trump prend tout cela très au sérieux, mais il a quitté la Maison-Blanche il y a un peu plus d'une heure de cela maintenant pour se rendre au golf ici à Washington, même si preuve que tout cela est pris donc très au sérieux une nouvelle fois. Donald Trump passe tout le week-end ici à la Maison-Blanche. Merci Mathieu Kerman et à Julie Janus qui vous accompagne. Alors ça fait rire tout le plateau qu'il se soit rendu au golf après une situation de crise dans la Situation Room. C'est la diplomatie façon Trump, ça, Gallagher Fenwick? Non, absolument. C'est-à-dire que c'est un président qui est capable, et on a tous en mémoire Donald Trump avec Marco Rubio, son secrétaire d'État à ses côtés. Combat de MMA. Exactement, donc du Ultimate Fighting, est en train de surveiller ce qui se passait à Islamabad alors que se tenaient des négociations extrêmement sensibles entre sa délégation emmenée par son vice-président J.D. Vance et les Iraniens en face. Donc Donald Trump, on sent, et Mathieu Kerman depuis Washington à l'instant le racontait très bien, partagé entre un désir de projection d'une image de sérénité, de routine, et d'un autre côté cette fameuse Situation Room qui est évoquée pour indiquer que dans quelques 72 heures, il y a quand même deux options majeures qui se présentent. Ah oui, la deadline de mercredi. Soit des concessions, soit une reprise des hostilités. Vous aurez remarqué que le Wall Street Journal ce soir publie un article très intéressant avec la possibilité d'une forme d'escalade au travers d'une opération qui serait une déclinaison de Epic Fury qui est en cours et qui serait Economic Fury et qui verrait des soldats américains, donc je cite le Wall Street Journal, monter à bord, donc arraisonner et aborder, si vous voulez, attaquer des navires liés au commerce du pétrole iranien, afin d'impacter économiquement le plus fort possible ce régime, afin de poursuivre cet effort de blocus qui se manifeste déjà au travers de ce premier blocus qui est un acte de guerre imposé par les États-Unis en ce moment même aux abords du détroit d'Ormuz. Ça, Sophia Amara, c'est l'alternative aux troupes au sol que Donald Trump ne veut absolument pas. Oui, dont on ressent bien qu'il souhaite l'éviter. En tout cas, c'est ce qu'il a promis dans le cadre de sa campagne pour ce deuxième mandat. Ce serait vraiment la pire des solutions, parmi des solutions qui, de toute manière, pour le président américain, ne sont pas très bonnes. Cela dit, vous parliez à l'instant du golf. Je voudrais juste rappeler une petite parenthèse comme ça, juste pour l'histoire. Obama, lorsqu'il se préparait à faire abattre Ben Laden, à liquider le chef terroriste, il avait fait son golf, sauf que il avait fait 9 trous au lieu d'en faire 18, et puis il est rentré dans la Situation Room pour mener cette opération. Effectivement, dans 72 heures, face à Trump, il y a plusieurs alternatives. Et ce qui est intéressant de noter ce soir, c'est que en plus que d'étouffer le régime économiquement, il semblerait, mais je suppose qu'on va en parler durant cette soirée, qu'à l'intérieur, il y ait des dissensions politique. Donc à l'économie, le politique aussi pourrait favoriser pour Donald Trump d'atteindre un but relativement honorable. Parce que Donald Trump n'exclut absolument pas ce soir une reprise des combats. Écoutez-le.
Si vous n'avez pas conclu d'accord d'ici mercredi, date à laquelle le cessez-le-feu prend fin, prolongerez-vous le cessez-le-feu ? Je ne sais pas si je prolongerai le cessez-le-feu. Peut-être pas. Peut-être que je ne le prolongerai pas. Mais le blocus restera en place. Mais peut-être que je ne le prolongerai pas, auquel cas le blocus restera en place et malheureusement, nous devrons recommencer à larguer des bombes. Noémie ? Oui, écoutez, il n'a pas vraiment le choix que de continuer à escalader, que de continuer à menacer ce régime iranien. C'est quoi ? C'est pour éviter une humiliation ? C'est-à-dire qu'il est un petit peu coincé dans la mesure où ce régime a affirmé tout récemment qu'il avait l'intention de continuer à bloquer ce détroit d'Ormuz. Il y a quand même la question économique qui va continuer à jouer de plus en plus à mesure que le temps passe. L'économie devient une question fondamentale. Il regarde évidemment les marchés parce que l'état des marchés dépend aussi de cette question d'ouverture ou de fermeture du détroit d'Ormuz qui est actuellement pris en otage par ce régime. Et donc, il n'a pas complètement les mains libres. Il dépend aussi des décisions de ce régime iranien et il va devoir s'adapter. Il est tout à fait possible, effectivement, qu'il y ait une reprise des hostilités dans les jours qui viennent. Parce que les Iraniens ripostent totalement du côté de ce détroit. Ils annoncent avoir bloqué le détroit d'Ormuz ce soir. Ils annoncent un blocus total. Les gardiens de la Révolution l'assurent en disant dans un communiqué que tous les navires seront pris pour cible, que ce soit des navires commerciaux ou des navires militaires. Regardez ces mots, toute approche du détroit d'Ormuz sera considérée comme une coopération avec l'ennemi et le navire contrevenant sera pris pour cible. Général Richout, quand on voit ces mots-là, on voit aussi un régime prêt à tout, notamment avec ce qu'on appelle la flotte moustique, qui sont des petites vedettes qui pourraient donc attaquer à tout moment des navires étrangers. Oui, je crois que le régime iranien veut absolument montrer qu'il fait jeu égal avec les États-Unis. Mais on se rappelle qu'ils avaient ouvert le détroit hier et que Donald Trump avait décidé de le garder fermé. Et c'est sans doute la raison pour laquelle ils l'ont refermé, pour bien montrer qu'il n'était pas en position de faiblesse. Parce que immédiatement, Donald Trump l'a analysé comme étant une Donald Plum, vous l'avez appelé. On adore. Plum. Voilà, l'a analysé comme une position faiblesse de l'Iran qui cédait à ses exigences. Maintenant, on a vu qu'ils ont été capables de tirer sur un bâtiment, il me semble-t-il aujourd'hui, et qu'ils sont capables, effectivement, ils ont déjà incendié des bâtiments. Alors, les bâtiments militaires, ils sont quand même beaucoup plus loin au large. S'ils font quelque chose, c'est d'empêcher véritablement les bâtiments civils de passer, parce que les bâtiments militaires sont très largement à l'est du détroit d'Ormuz. À mon avis, ils n'ont pas les moyens physiques de les cibler. En revanche, n'importe quel bâtiment qui passe sans autorisation, ils peuvent soit les arrêter, soit tirer dessus, effectivement. Et plusieurs tirs ont déjà eu lieu cet après-midi. On a vu 3 navires qui ont été attaqués, dont un appartenant à l'Inde. Regardez cette séquence saisissante. Ça s'explique pas quand on prend pour cible des soldats de maintien de la paix. On va le voir dans un instant. Donc un bateau indien qui a été pris pour cible et on le voit dans cette séquence, le capitaine dire attention, nous sommes la flotte indienne et ils attaquent tout de même. Elle est passionnante et effrayante cette séquence. En réalité, on le voit pas, on l'entend, mais au travers du son, donc de la communication de ce navigateur indien, et on devine son origine à son accent en anglais. En fait, il explique qu'il est deuxième sur la liste. L'Inde a condamné d'ailleurs. Et que, absolument. Officiellement. Et donc, il explique qu'il est deuxième sur la liste. On imagine qu'il fait référence à la liste des passages autorisés, qu'il est en train d'essuyer des tirs et donc il demande l'autorisation de pouvoir faire demi-tour afin de sauver sa vie, celle de l'équipage et éventuellement le navire dont il a la responsabilité. Après, c'est vrai qu'il y a une vraie interrogation sur pourquoi est-ce qu'un navire indien, donc il y a plusieurs pistes, c'est un acte symbolique, ils n'ont pas coulé le navire et fort heureusement, il n'y a pas de mort. Qui achète tout de même une grosse partie du pétrole iranien. Oui, mais sauf que là, il s'agirait de pétrole irakien. C'est ce que j'ai lu, donc je ne peux pas le vérifier. Mais toujours est-il qu'il y a 3 navires différents qui ont été, de nature différente, donc un paquebot, donc ça c'est de la croisière me semble-t-il, un porte-container, et donc effectivement un vraquier qui transporterait du brut en provenance d'Irak. Donc les Iraniens sont en train de montrer qu'ils ont encore, le régime en tous les cas, la clé de ce détroit entre les mains et qu'ils en feront usage quand bon leur semble afin d'accroître la pression sur les épaules du président des États-Unis. Alors on a récupéré cette fameuse séquence, on va la regarder parce qu'elle est vraiment frappante et ça dit tout de ce qui se passe à l'intérieur de ce détroit d'Ormuz. Regardez. Sepa Navy. This is Motoranga Sanmar Herald. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are fighting now. Let me turn back. Il dit bien, vous m'avez donné le feu vert, Richard Verly, parce qu'il avait été autorisé à passer ce navire. Ah oui, apparemment. Et donc, de toute manière, ce qui est en train de se passer, c'est que l'Iran fait comprendre à tous les navires qui seraient filtrés
par la marine américaine en provenance des pays du Golfe, puisque je rappelle que le blocus, c'est le blocus de tous les navires qui vont à destination des ports iraniens ou qui viennent des ports iraniens. C'est donc un blocus qui est supposé laisser passer les navires qui alimentent les pays du Golfe. Ce que fait l'Iran, c'est qu'il dit s'il y a blocus pour tout le monde. Et donc, en fermant le détroit, bien évidemment... Ils disent bien, tout navire absolument, ce soir sera touché. Ils augmentent la pression économique sur les pays du Golfe, dont, rappelons-le, les pays du Golfe sont soumis aux mêmes soucis que l'Iran. On a déjà dit que, par exemple, un des problèmes de l'Iran sérieux, c'est que leur pétrole, il sort de terre et qu'à un moment donné, il va finir par s'accumuler et il n'est pas exporté. Mais le problème est le même pour les pays du Golfe. Il est exactement le même. Donc, au fond, en faisant ça, l'Iran met les pays de la région dans la même situation. Aurélien. Et l'Iran montre une horrible cohérence, en fait, avec la fameuse stratégie du fou au fort. On avait beaucoup glosé pendant les premières semaines de cette guerre sur le fait que l'Iran ait, par exemple, frappé le sultanat d'Oman, qui avait pourtant été un médiateur diplomatique. Là, le fait de frapper tous les navires, y compris des pays qui importent beaucoup depuis l'Iran, ou des pays qui avaient essayé de négocier en se désolidarisant des opérations israélo-américaines, le fait de frapper absolument tout le monde et de bloquer le passage pour tout le monde, ça permet aussi de maximiser la principale arme de l'Iran. Elle est psychologique, c'est l'incertitude. Je prends une seule illustration de ça. Ce sont les images qui montraient en fait le départ massif sur les 600 navires qui sont encore dans le Golfe, des centaines qui avaient voulu commencer à reprendre la mer et qui ont rebroussé chemin, à peine publié le tweet de la diplomatie iranienne qui dit « on referme le détroit ». On voit l'importance psychologique de ça. Le fait de frapper tout le monde, ça maximise l'incertitude pour absolument l'ensemble des pays de la région. Mais Donald Trump parle de chantage ce soir. Il insiste là-dessus, Sophia Amara. Ce qu'il faut voir au-delà des paroles de Donald Trump ou des mises en demeure ou des menaces et même de ces frappes qui sont assez... c'est ce coup de semonce. Il y a même un navire qui a été partiellement endommagé. En réalité, c'est la poursuite des pourparlers, mais sur le terrain maritime. Pourquoi ? Parce que, certes, les Iraniens, hier, ont dit que le blocus était levé, n'est-ce pas ? Et Donald Trump a même dit merci. Par contre, il a dit, dans le même temps, que le blocus des ports iraniens restait en place. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a toujours un moyen de pression américain sur les Iraniens. Or, les Américains et les Iraniens sont en train de négocier sur les avoirs gelés que les Iraniens voudraient récupérer. Sur le nucléaire, on parle d'un moratoire de 5 ans, les Américains veulent 20 ans. Donc là, ce sont bien des négociations. Or, pour négocier, il faut avoir des cartes en main et des moyens de pression. Eh bien ça en fait partie. Et les Iraniens ont ce prétexte de dire, nous, on a ouvert le détroit, vous gardez en place le blocus sur les ports iraniens, alors personne ne passe. C'est exactement ce que vous disiez, Richard. Parce que pour comprendre réellement, bloquer ce détroit, c'est simplement laisser planer la menace, Général Richard. C'est laisser planer la menace, et puis c'est surtout leur arme nucléaire suprême. C'est-à-dire qu'avec peu de moyens, ils sont capables de tenir en otage l'économie mondiale. C'est ça. Et ça rappelle aussi la géographie. C'est-à-dire aux Américains, vous êtes là à la sortie des détroits, mais vous êtes là, vous ne resterez pas longtemps. $1 milliard par jour, la guerre peut-être un peu moins parce qu'ils tirent pas. Mais nous, le détroit, nous sommes riverains. On est là, on y sera là demain, on y est depuis 1000 ans, on y sera dans 100 ans, dans 200 ans, dans 500 ans. Donc on a le temps également. Donc ils mettent la pression sur les Américains, ils se tiennent par la barbichette pour voir qui va craquer. Mais il y a quand même une chose dont on souligne pas suffisamment ce soir, c'est que la trêve tient toujours. Oui. Et voilà. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez important. On en parlait tout à l'heure, ça fait à peu près 10 jours, me semble-t-il. Ouais. Donc c'est absolument considérable. Ça prouve que les deux parties, tout en montant un petit peu aux extrêmes sur le plan narratif, eh bien, quand même, cherchent une voie de sortie. Ça ne veut pas dire qu'ils la trouveront, mais ça veut dire qu'ils la cherchent encore à cette heure-ci. Sinon, les combats auraient déjà repris. Vous voulez dire des frappes, en fait. C'est parce qu'on ne voit plus de frappes pour le moment. Voilà, et puis les frappes, et puis les frappes des deux côtés, parce que l'Iran est certainement capable de continuer à frapper Israël, ou bien les voisins, etc., avec les Shahed et puis les missiles qui leur restent. Ce serait une énorme responsabilité pour Donald Trump de reprendre, sous une forme ou sous une autre, les hostilités, de briser cette trêve. Parce que il le ferait, s'il le faisait ce week-end, les marchés réagiraient immédiatement lundi, parce que les marchés parient sur la négociation. Au fond, les marchés écoutent le général Richoux. Ils sont convaincus que la trêve va tenir et qu'à la fin, il y aura un accord. Si Donald Trump prend la responsabilité de briser cette trêve, il prend aussi la responsabilité d'une forme de chaos économique mondial. C'est quand même lourd à porter.
La France touchée au Proche-Orient ce soir, puisqu'un soldat français a été tué au Liban. Le sergent-chef Florian Montorio du 17e régiment du génie parachutiste de Montauban. 3 autres militaires également blessés dans une attaque contre des casques bleus. Emmanuel Macron a pointé la responsabilité du Hezbollah ce soir. Et le chef du Hezbollah, Naïm Kassem, s'est exprimé ce soir pour dire que le Hezbollah avait le doigt sur la gâchette. On va retrouver tout de suite Arthur Saradin en direct de Beyrouth. Bonsoir Arthur. Naïm Kassem qui s'est exprimé à la télévision libanaise ce soir. Oui, absolument. Et vous avez relevé ce terme qui a été très commenté ici au Liban, le doigt sur la gâchette, ce qui nous raconte la fragilité de ce cessez-le-feu. J'étais moi-même au sud du Liban il y a encore quelques heures et on entend ces bruits de la guerre qui sont encore là. Alors, avec une bien moindre intensité que ces dernières semaines, mais tout de même des détonations, des dynamitages organisés par l'armée israélienne dans des villages frontaliers, des bombardements. Et puis ce Hezbollah qui est encore présent au sol, l'armée israélienne qui est aussi présente sur le territoire libanais. On sait que ce cessez-le-feu doit durer 10 jours, mais comme je disais, il est très fragile parce que les principaux dossiers qui permettraient de rendre une stabilité un peu pérenne, ils n'ont pas encore été adressés dans les négociations. La présence israélienne sur le sol libanais, mais aussi les armes du Hezbollah, qui est un dossier extrêmement sensible depuis des années au Liban. On a eu évidemment cette information plus tôt dans la matinée de ce soldat français des casques bleus qui avait été tué au sud du Liban. 3 autres blessés, dont 2 qui sont dans un état grave. Le président de la République libanaise et aussi le Premier ministre ont dit que l'armée libanaise allait diligenter une enquête. La FINUL, contrairement à Emmanuel Macron, n'a pas nommé pour l'instant le Hezbollah, mais a parlé d'un groupe militaire non étatique. Il faut comprendre que dans 95% des cas au sud du Liban, il s'agit du Hezbollah. Et la FINUL va aussi mener son enquête pour comprendre quelles ont été les circonstances de ce que l'on présente aujourd'hui comme une embuscade et comment ces miliciens, ce groupe paramilitaire, ont pu attaquer un contingent français qui devait se rendre dans une position enclavée de la FINUL au sud du Liban et mener des opérations qui sont menées quotidiennement dans cette région depuis des années par les casques bleus. Merci Arthur Saradin. On vous retrouvera tout au long de cette édition spéciale. Sophia Amara, quand vous entendez ce que vient de dire Arthur Saradin, est-ce que vous pensez que c'était volontaire de la part du Hezbollah de frapper la FINUL pour casser ce cessez-le-feu ? Écoutez, tout est possible. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les casques bleus français à Nakoura, au QG de Nakoura, à de nombreuses reprises. Le Hezbollah sait pertinemment où se trouvent les casques bleus. Il le sait. Donc, soit il y a peut-être une possibilité que ce soit une erreur. On n'est pas à l'abri. Cela dit, s'il a frappé sciemment, parce que c'est un tir ciblé, c'est un tir direct, ça n'est pas le résultat d'un accident, eh bien, il y aurait 2 possibilités. La première, c'est de faire voler en éclats le cessez-le-feu, ou alors de lancer un message à l'Occident. Mais là, franchement, il aurait frappé des Français, alors que la France est vraiment le pays qui est le mieux vu au Liban. C'est celui qui est le moins honni, on va dire. On ne comprend pas pourquoi ce serait la France, puisque la France a toujours eu une position modérée, et surtout qui a toujours soutenu le Liban, et même trop, selon certains partis libanais qui refusent que le Hezbollah soit considéré comme un parti politique, tout comme il est une milice armée, qu'il a un bras armé. Donc, on se demande. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, comme à titre d'exemple pour conclure, c'est que je retiens toujours cette, pas anecdote, parce qu'il y a eu mort d'homme. En 2008, un militaire libanais a été abattu, on pense par le Hezbollah, parce qu'il s'était approché de zones du Hezbollah militaire libanais, au sud Liban. Et à l'époque, les hauts gradés avaient dit en off, donc je ne les citerai pas, ça c'est un message du Hezbollah pour dire qu'au sud Liban, il n'y a aucune force à part le Hezbollah. C'est ce que disait tout à l'heure Joël Bouaboud du parti Kataeb, qui était sur ce plateau et qui disait il n'y a que des drapeaux du Hezbollah dans le sud Liban. La zone est totalement contrôlée. Général Richoux, est-ce qu'il y a une possibilité que les Français aient été volontairement ciblés ? Alors ça, c'est très possible. Tout est envisageable. Il est possible aussi qu'un groupe armé ait agi de sa propre initiative, sans être véritablement recevoir des ordres directs et verticaux pour tuer quelqu'un. Mais il faut rappeler également que la FINUL, tous les soldats de la FINUL se ressemblent furieusement. C'est-à-dire qu'on gomme les différences. Il n'y a plus de drapeau français. Ils sont en bleu. Les fracs sont en bleu, etc. Donc ça veut dire que il est possible aussi qu'on ait ciblé un soldat de la FINUL
sans savoir forcément que c'était un soldat français à ce moment-là de la journée, parce que rien ne ressemble plus à un soldat de la FINUL qu'un autre soldat de la FINUL. Voilà, c'est une possibilité également, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout état de cause, la FINUL dérange. Et pourquoi la FINUL dérange ? C'est parce qu'elle documente. Elle documente les crimes de guerre, elle documente les exactions, et c'est certainement sa principale vertu, parce que pour le reste, elle est pratiquement sans pouvoir de coercition, sans pouvoir de réponse, et donc c'est la raison pour laquelle on se pose voilà, on le voit, cette écution le bien fondé de sa présence là-dessus. L'uniforme et nous, dans l'armée française, on n'aime plus trop les casques bleus depuis 1995 et le pont de Verbania, où ils avaient été enchaînés, souvenez-vous, et le président Chirac avait piqué une grosse colère, et on avait remis à ce moment-là nos bérets, nos casques, et on avait tapé sur les Mais est-ce que la France peut sortir de sa position de neutralité après ça, général Richoux ? Là, ça ne sont pas des soldats français, ce sont des soldats de l'ONU, c'est-à-dire qu'ils reçoivent les ordres du DOMP, du département des opérations de maintien de la paix à New York. C'est-à-dire que la différence, c'est qu'ils ne reçoivent pas les ordres de la France. Là, ils sont mis à la disposition de l'ONU. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Si, je suis d'accord, mais j'apporterai une petite nuance. J'ai été témoin d'une scène incroyable quand des piquets israéliens, quand des avions israéliens faisaient des piquets sur nos chars Leclerc français, où nous étions en QG. Et là, c'est considéré comme un acte de guerre, et je parle sous votre contrôle en général, donc des piquets sur des chars français, et donc là, la France vraiment... était sortie de sa position de neutralité. C'est non seulement ça, mais Michel Allemarie, ministre de la Défense et la ministre des Armées, a donné ordre aux soldats français de débâcher. Donc ils ont débâché leur défense anti-aérienne, et finalement ça s'est alors et ça s'est tellement bien arrangé, Sophia, qu'on a retiré les Leclerc du Liban. Voilà, peut-être, exactement. Et moi j'étais à bord de ces Leclerc, et il y avait du Leclerc, il y avait du lourd aussi, il y avait du 155, de me le traduire militairement, qui dérangeait le Hezbollah a été retiré au bout d'un moment parce que le Hezbollah n'en voulait pas, ça les dérangeait trop, sous le prétexte que ça abîmait les routes. Non, et que ça faisait peur aux habitants. Et ça stressait les habitants. Oui. En tous les cas, Benjamin Netanyahou avait une stratégie claire, le démantèlement du Hezbollah sur le territoire libanais. Est-ce que c'est la fin de cette stratégie ou non ? Écoutez ses propos. Le Hezbollah d'aujourd'hui n'est plus que l'ombre de ce qu'il était à l'époque où Nasrallah se vantait. Mais je vous le dis en toute honnêteté, nous n'avons pas encore achevé notre tâche. Nous avons des projets concernant la menace que représentent encore les roquettes et les drones, mais je ne les détaillerai pas ici. Nous avons toutefois un objectif supplémentaire, à savoir le démantèlement du Hezbollah. C'est pourquoi je vous le répète en toute honnêteté, cela ne se fera pas du jour au lendemain. Cela exige des efforts soutenus, de la patience et de l'endurance, ainsi qu'une gestion avisée de la scène diplomatique. Raphaël Jérusalemi, bonsoir. Vous êtes en direct avec nous, ancien officier du renseignement militaire israélien. Quand vous entendez ces propos de Benjamin Netanyahou, on a appris par le média Axios qu'Israël avait été choqué que Donald Trump demande l'arrêt des frappes sur le Liban. Est-ce que la stratégie israélienne est alors bloquée ? Peut-être, mais ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Je pense qu'il y a ici une occasion historique peut-être de pouvoir enfin négocier directement entre Jérusalem et Beyrouth, de négocier une frontière reconnue, de négocier un état de non-guerre, si ce n'est une normalisation. Et donc, il faut absolument, à tout prix, donner sa chance à cette voie diplomatique. Le Hezbollah va tout faire pour saboter les négociations. Il le fait déjà en menaçant de mort, tout simplement. Aujourd'hui, le président Aoun, le président du Liban, le Hezbollah va paniquer, de même qu'avait paniqué le Hamas lorsque il y avait une normalisation qui approchait entre Israël et l'Arabie Saoudite. Et là, c'est vraiment un moment qu'il faut saisir, il faut donner toute sa chance, et il faut donc calmer le jeu, cesser le feu, que ça soit imposé par Washington ou non. Peu importe, je pense que c'est une très bonne chose. Il faut tenter le coup, il faut tenter la paix. C'est très frappant ce que dit Raphaël Jérusalemi ce soir, c'est-à-dire que c'est une opportunité pour la paix. Je suis heureux et ému de l'entendre dire ça, parce que je suis tout à fait d'accord avec lui. Je veux dire, la paix, cette région a besoin de paix. Et cette idée que Benjamin Netanyahou et le président Aoun
puissent se rencontrer sous l'égide des Américains et négocier une paix juste et durable afin que deux... C'est la photo de famille rêvée de Donald Trump, quand même. Oui, vous savez, quand vous avez pu avoir la chance d'aller à la fois à Tel Aviv et Beyrouth, que vous voyez des similitudes des peuples qui ont envie, voilà, de paix, d'entente, etc., ça ferait énormément de bien. Maintenant, ce qu'il faut souhaiter, c'est que, et là je vais être volontairement provocateur, que deux entités, à savoir Benjamin Netanyahu et Naïm Qassem, qui sont une espèce d'alliance objective parce que les deux ont besoin de la guerre pour continuer d'exister, c'est leur raison d'être. Vous êtes volontairement provocateur, vous mettez Benjamin Netanyahu au même titre que le chef du Hezbollah. J'ai suivi certaines de ses campagnes législatives, il s'est toujours présenté comme étant Monsieur Sécurité. Donc par définition, Monsieur Sécurité, il a besoin d'insécurité pour faire campagne. Et pareillement, le Hezbollah, et Sophia Amara en parle sans doute bien mieux que moi, sa raison d'être, c'est ce qu'ils appellent en arabe Mukawama, la résistance. Donc s'il n'y a plus d'ennemis contre lesquels il faut résister, s'il y a un État libanais enfin fort et avec les moyens de se débarrasser de cette occupation, eh bien on avancera effectivement vers une région, je pense, il faut le souhaiter, apaisée. Raphaël Jérusalemi, quand vous entendez ça, est-ce que vous pensez que Israël va garder cette même ligne, c'est-à-dire de ne pas riposter? On sait qu'un soldat israélien a été tué dans le sud Liban aujourd'hui. Oui, alors ça va être très compliqué parce que, comme je l'ai dit, le Hezbollah va tout faire pour saboter tout ce qui peut mener à des négociations directes qui seront d'ailleurs sur le dos du Hezbollah, parce qu'en fin de compte, si Jérusalem et Beyrouth s'entendent, ce sera surtout sur le point justement du Hezbollah, c'est-à-dire de se débarrasser de cette épine dans le pied pour tout le monde, de cette férule du Hezbollah. Aujourd'hui, on a parlé de la mort d'un soldat français, pas seulement de celle d'un soldat israélien, tous deux tués par le Hezbollah. Le communiqué français a parlé d'une force non étatique. C'est pas tout à fait vrai, puisque le Hezbollah est une force étatique, politique au sein du gouvernement libanais. Et c'est donc ici un remaniement de la politique libanaise qui doit être... Gary Fenwick a parlé de Benjamin Netanyahou. Alors Benjamin Netanyahou, c'est celui qui remplace aujourd'hui au gouvernement, mais il y aura bientôt des élections. Par contre, c'est plutôt au Liban qu'il faut s'attendre à un vrai remaniement de la politique libanaise, des dirigeants libanais, qui s'orientent une fois pour toutes vers la main tendue, car elle est tendue, des Israéliens pour une normalisation, en tous les cas pour un début de quelque chose, oserais-je dire, pour des mesures de confiance, de premier pas. Il faut absolument que cela arrive, car sinon ça sera très très triste pour le Liban tout simplement. Sophia Amara, quand on entend Raphaël Jérusalemi, j'ai l'impression d'entendre la dissension des officiers entre Donald Trump et les officiers américains ce soir, Raphaël Jérusalemi. Même chose du côté d'Israël, parce qu'on oublie souvent que le Hezbollah, c'est aussi une force politique. Et souvent, on l'a entendu sur ces plateaux, on ne peut pas dissocier la branche politique de la branche armée du Hezbollah. Vous êtes d'accord avec ça ? Non. Moi, non. Je vais vous dire pourquoi, mais très simplement. En réalité, le Hezbollah n'est pas une force politique. C'est une milice armée. Ouais. Et son bras politique, c'est juste un prétexte. Okay, elle est rentrée, elle s'est infiltrée dans l'État libanais au niveau politique, mais avant tout, c'est une force paramilitaire. C'est la plus grande force paramilitaire du Moyen-Orient. L'aile politique, moi j'ai entendu un responsable du Hezbollah dire exactement ceci: nous avons une aile politique pour faire plaisir aux Occidentaux, parce que ça leur fait du bien de pouvoir croire qu'ils parlent. Vous allez faire sursauter la France, Sophia Amara. Mais je l'ai déjà dit dans une ambassade une fois, que je ne mentionnerai pas, mais c'est tout à fait vrai. Et pour eux, c'est la même chose. C'est une milice, et l'aile politique n'est qu'un prétexte. Et tant que cette aile ou que cet arsenal ne sera pas désarmé, et en même temps que les Israéliens ne se retirent pas, c'est les deux piliers. Il faut qu'il y ait un retrait du territoire et désarmer la milice. Et personne ne pourra le faire que l'armée libanaise, et elle ne le fait pas, et c'est ça le grand drame. Aurélien Duchesne, est-ce qu'on peut encore croire ce soir que le Hezbollah est piloté par l'Iran ? Il y a deux choses. La première chose, c'est que... quand on prend ceux qui sont au gouvernement, je crois qu'il y a encore 2 ministres qui sont émanation du Hezbollah, etc. Le Premier ministre Nawaf Salam n'avait pas hésité à parler de désarmer le Hezbollah, etc., sans tenir compte de leur avis. C'est la preuve, effectivement, pour aller dans le sens de Sophia Amara, que ce sont des factotums. La dimension politique du Hezbollah n'existe définitivement plus depuis fin 2024. C'est seulement la branche armée qui existe. Maintenant, sur les liens qui restent avec l'Iran, Naïm Qassem semble davantage, on va dire...
presque autonome de la part de l'Iran que c'était le cas de Nasrallah dans ces 2 dernières années. Aujourd'hui, il y a 20 à 25 000 combattants estimés. Ce sont les chiffres donnés par les Israéliens qui subsistent dans les rangs du Hezbollah. Ça reste une menace réelle, mais apparemment, ils se sont, on va dire, presque dissociés par rapport à l'ère Nasrallah de leur parrain iranien. Regardez cette séquence extrêmement frappante. C'est de la propagande iranienne, bien entendu, mais ils jouent sur cette alliance entre les Américains et les Israéliens. Existe-t-elle toujours? Regardez ce qu'ils ont fait. Please quit! Why? Why are they not quitting? Oh, come on. Hold on, let me help you. Thanks, Daddy. Please continue. Voilà, Donald Trump piloté comme une marionnette par Benjamin Netanyahou. C'est ce que l'Iran essaie de faire sentir à Donald Trump par sa propagande, Noémie Alioua. Exactement, et on voit bien que la propagande iranienne a repris tous les codes de l'époque. Ils se servent de l'IA, ils se servent de l'humour. Ils sont très forts d'ailleurs, ils sont très bien repris malheureusement sur les réseaux sociaux. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, il y a effectivement une dissension assez importante et assez visible aujourd'hui entre le Premier ministre israélien et Donald Trump. Ils n'ont pas les mêmes intérêts dans la région, notamment sur cette question du Liban. Vous avez vu les dernières déclarations de Donald Trump qui dit à Benjamin Netanyahou, maintenant vous allez arrêter de continuer cette guerre avec le Hezbollah. Nous sommes déjà en train d'essayer d'obtenir un accord qui tient la route le plus possible avec l'Iran. Nous ne voulons pas que la question du Liban arrive au milieu. Mais il faut bien comprendre que Benjamin Netanyahou lui-même a ses propres intérêts, pas seulement dans la région pour la défense de son propre peuple, mais il va y avoir aussi la question de la politique intérieure israélienne qui va à un moment donné apparaître. Il faut bien comprendre qu'il est actuellement sous le feu des critiques de l'opposition israélienne. Vous avez Yair Lapid, le chef de l'opposition, et d'autres qui, au sein de la Knesset, lui reprochent très largement le bilan de cette guerre en lui disant toi, Premier ministre d'Israël, tu es censé protéger les citoyens de ton pays, tu as mené cette guerre, nous avons subi les conséquences, nous avons subi les roquettes, nous avons subi des morts et des conséquences sur le pays. Qu'en est-il aujourd'hui? Quel est le bilan? Eh bien, le bilan n'est pas là. Il n'y a pas eu de résultats vraiment concrets à la fin de cette guerre. Tu as été obligé, toi aussi, de te retirer comme Donald Trump. Et donc, il est sous le feu des critiques à l'intérieur de son pays dans cette idée qu'il va y avoir des élections et qu'il va devoir aussi rendre des comptes sur ce qui s'est passé. Raphaël Jérusalemi, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il n'y a pas de bilan sur cette guerre à l'heure actuelle. Je pense que les deux chefs d'État, américains et israéliens, se caractérisent par le fait qu'ils ne sont pas capables de capitaliser politiquement, diplomatiquement, sur leurs acquis militaires. On l'a vu à Gaza avec le Hamas, qui est en train de se refaire une santé. On n'a pas prévu le jour d'après pour reconstruire Gaza. On le voit ici avec l'Iran, où c'est le régime des mollahs et les gardiens de la révolution qui restent en place parce que, de nouveau, ni les Israéliens ni les Américains ne sont arrivés avec une proposition d'un jour d'après ou une prévision de qui on pourrait mettre à la place si jamais des mollahs et des gardiens de la révolution. C'est ici quelque chose qu'ils ont au commun avec des acquis militaires absolument extraordinaires qui auraient dû leur permettre d'avancer sur le plan politique. Et on est en fait maintenant dans une sorte de cirque, comme vous le voyez, autour de ce détroit d'Ormuz, qui n'est d'ailleurs pas du tout l'enjeu principal. Merci Raphaël Jérusalemi. On va justement parler de ce détroit d'Ormuz puisqu'il y a eu une réunion de crise à la Maison-Blanche ce soir en présence de Donald Trump et ses principaux conseillers au sein même de la Situation Room, puisque Washington le dit, sans percée rapide, la guerre pourrait reprendre dans les prochains jours et les Iraniens le disent très clairement, le détroit nous appartient ce soir, écoutez-les. Ce détroit est sous le contrôle total et avisé de la République islamique d'Iran. À tout moment, selon les circonstances, elle fera usage de ce détroit
Les Américains doivent accepter que ce n'est pas un lieu pour l'intimidation, ni un lieu pour l'arrogance. C'est un lieu d'humilité, un lieu de courtoisie et de respect envers la nation iranienne. Ils doivent savoir qu'ils doivent saluer la grande nation iranienne, faire preuve de respect, agir poliment et présenter leurs demandes. Un lieu de courtoisie. Quand on voit les derniers événements avec des tirs au sein même du détroit d'Ormuz, on peut en rire, Général Richoud. Oui, mais là, il veut simplement dire que eux, ils sont chez eux et que les autres sont des intermittents du spectacle dans la région. C'est tout. Vous n'êtes pas là chez vous. Vous avez une flotte qui repartira, ce que je disais tout à l'heure. La géographie commande. Elle commande depuis des millénaires dans le détroit. Elle va continuer à commander pour des dizaines et des centaines d'années dans le détroit. Et ceux qui sont les maîtres du détroit, ça reste les Iraniens. Donc, il explique aux Américains que c'est pas eux qui décident dans le détroit. Mais c'est aussi une manière de faire pression. Et de l'autre côté, Donald Trump menace de reprendre les combats. Donc là, ils montent chacun un petit peu aux extrêmes pour voir un petit peu jusqu'où ils peuvent pousser leurs avantages, mais avec, je le répète toujours, à mon avis, c'est en arrière-plan l'idée de ne pas reprendre des combats. C'est ça en fait que les deux parties essayent ce soir. Avec, on verra s'il y a du succès ou bien si ça va reprendre quand même, parce qu'ils seront obligés à un moment donné, si rien n'aboutit, de reprendre des combats malheureusement. Oui, et les termes utilisés s'adressent aussi aux pays de la région. Le terme respect, c'est un terme qui quand même ne parle pas seulement aux Iraniens. Alors bien évidemment, ce régime est ce qu'il est. On le connaît. Et il est mal placé pour parler de respect quand on massacre sa population. Mais néanmoins, cette valeur du respect, tous les pays du Golfe, Donald Trump leur a marché dessus. Enfin, et puis on se souvient aussi des mots utilisés envers le prince héritier saoudien, etc. Alors donc, ils ont quand même dit, notamment le prince héritier saoudien, au bout d'un moment, on avait vu dans certains articles de la presse américaine en disant ça y est, c'est allé trop loin, maintenant il faut aller au bout. Oui, peut-être. Peut-être que, vous savez, les pays de la région, de toute manière, tous, que ce soit les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Koweït, Bahreïn, le Qatar, ils ont besoin que ce détroit rouvre. Ils ont besoin que cette guerre se termine. Ça devient quand même un besoin crucial quand vous voyez la situation. S'ajoute à ça les centaines de navires qui sont dans leur port, avec tous les marins qui sont bloqués, qu'il faut ravitailler, etc., etc. Mais ça n'empêche pas. Vous pouvez dire d'un côté, il faut que cette guerre se termine et éventuellement accepter une issue par la force, mais néanmoins, la rancœur, elle existe, l'humiliation, elle existe, et vous vous en souviendrez, et le fait de ne pas avoir été respecté, vous vous en souviendrez. Et de ce point de vue-là, c'est une carte aussi que jouent les Iraniens. Alors, le CENTCOM réagit immédiatement ce soir à l'instant sur Twitter. Le blocus a totalement interrompu le commerce maritime à destination et en provenance de l'Iran. Ils essaient de dire quoi, là, Aurélien Duchesne ? Alors déjà, on rappelle juste que c'est un blocus qui est ciblé sur l'Iran. Les Américains ne jouent pas la même carte que les Iraniens, consistant à absolument tout bloquer, évidemment. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut donner des résultats, on va dire, de ce qui marche. C'est-à-dire qu'on a beaucoup glosé sur le fait que les Américains n'avaient pas de but de guerre, ne savaient pas où ils allaient. Là, ils ont rétréci le scope géographique et aussi les buts de guerre. Maintenant, toute leur communication est axée uniquement sur la maîtrise du Golfe, sur la liberté de navigation. On ne parle plus du sort du peuple iranien, etc. Là, il y a la volonté américaine de montrer qu'ils maîtrisent une chose, c'est l'ouverture du Golfe. Et un dernier aspect, enfin, quand on parlait de respect, il ne faut pas mésestimer le niveau d'humiliation qu'ont aussi eu les pays du Golfe de la région. Quand les Émirats arabes unis ont eu plus de frappes que l'État d'Israël de la part de l'Iran, ça, quand on entrera dans le dur des négociations, faut pas s'attendre à ce que les pays du Golfe, les pétromonarchies, soient justement sur une posture, on va dire, ils seront dans une posture de fermeté extrême à l'égard de l'Iran, et ça, faut pas le sous-estimer. Noémie. Non, je crois que le manque de respect de la part de ce régime a commencé déjà à partir du moment où il est né, c'est-à-dire il y a 47 ans. Oui. Aujourd'hui, c'est ce régime qui n'a pas respecté sa population en la massacrant. C'est ce régime qui n'a pas respecté la région en bombardant tout azimut, en mettant des proxys, des satellites un petit peu partout pour lui répondre au droit et à l'œil. C'est ce régime qui a financé, armé, structuré le Hezbollah, qui a pris en otage le Liban. Donc ce régime-là qui attend ensuite du respect en retour, moi ça me fait doucement rire. Et ce qui me fait doucement rire aussi dans cette déclaration qu'on a entendue, c'est qu'ils osent dire qu'ils portent la voix du peuple iranien. Pardon, il faut peut-être rappeler ce qui s'est passé. Ils ont massacré des gens dans la rue, des gens qui appelaient simplement à obtenir un petit peu plus de liberté. Donc que ce régime aujourd'hui ose se pavaner en demandant du respect et en disant qu'il parle et qu'il essaye de demander une forme de respect au nom de son peuple, mais où sommes-nous ? Où sommes-nous, vraiment ? Galia. Non, si vous voulez, ce qui est la raison, je crois, pour laquelle il y a à la fois un mélange assez dérangeant de gourmandise et de cynisme dans les paroles qu'on a diffusées à l'instant,
c'est parce que le nouveau régime, qui est le prolongement, mais avec une forme de rupture par rapport à l'ancien, a découvert que sa véritable capacité de dissuasion, et le général Richout l'a rappelé, c'est sa géographie. Et ça, c'est un facteur sur lequel l'ancien guide suprême n'avait pas misé. Il pensait que le blocage du détroit d'Ormuz impliquerait d'autres puissances dans la guerre contre l'Iran. Et donc, ils sont en train de l'enterrer, j'allais dire, 2 fois, en utilisant ce qui était tabou jusqu'ici, et en se rendant compte qu'elle est là, leur arme nucléaire. Et elle est très puissante. Pourquoi ? D'abord parce qu'elle leur permet de s'attaquer à la mondialisation. Premièrement, c'est 20%, elle a beaucoup dit sur ce plateau, du pétrole, du GNL, les engrais, etc. Deuxièmement, elle se permet, et ça c'est plus grand encore, de s'attaquer à l'hégémonie américaine, qui est en partie basée sur la garantie de libre circulation et de libre navigation qui était assurée par le gendarme américain au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, en rappel de ce qui avait été appelé la charte de l'Atlantique. Et troisièmement, j'en termine par là, la menace existentielle, elle est sur la crédibilité de la parole de Donald Trump et du président des États-Unis. Et ça, le fait que cette parole qui sort de la Maison-Blanche soit complètement dévitalisée, ça a des conséquences à travers le monde et pas que pour cette région. Mais les Américains avaient tout de même réussi à, entre guillemets, débloquer ce fameux détroit d'Ormuz. On avait vu ces navires de guerre qui étaient rentrés à l'intérieur du détroit. Qu'est-ce qui les empêche à l'heure actuelle de refaire la même chose, Général Richout ? C'est parce qu'ils n'ont pas débloqué le détroit d'Ormuz. Ils ont fait passer deux destroyers. Le lendemain, il était bloqué. Et ils n'ont absolument pas réussi à le débloquer parce qu'on fait la confusion entre le fait de réussir à faire passer des navires de guerre de manière ponctuelle comme ça, et puis le fait de rétablir la liberté de navigation. C'est-à-dire que je pense que à vive force, on peut toujours passer par le détroit d'Ormuz. Bon. Mais il faut se rappeler les Dardanelles en 1915, quand les Britanniques ont essayé de forcer les Turcs, ça s'est terminé par une sacrée catastrophe. Donc ça serait très 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 lourd. En revanche, est-ce que ça implique de rétablir la liberté de navigation dans le détroit ? Absolument pas. Il faudrait quoi ? Une escorte ? Et pour une seule raison, c'est que déjà, on dit qu'il y a des mines, peut-être. On ne sait pas si elles sont là. Mais le simple fait de dire qu'il y a des mines et qu'on s'adresse à des acteurs économiques et pas à des acteurs militaires, eh bien, vous voyez, personne ne prend ce risque-là. Les assurances, les compagnies d'assurance ne prendront pas ce risque-là. Donc, en fait, c'est un pouvoir de nuisance avec rien du tout qui permet d'avoir un effet militaire et politique qui est absolument disproportionné avec les capacités militaires de l'Iran. Et c'est là que je suis d'accord avec ce que disait Monsieur Jérusalemi tout à l'heure, mais en parlant du Hezbollah, c'est-à-dire qu'on n'a pas prévu le coup d'après. C'est-à-dire on tape et ensuite qu'est-ce qui se passe ? Quel est l'effet final recherché et quelle est la sortie de crise ? Eh bien, ça n'a pas été prévu. Mon commentaire va être volontairement provocateur, mais quel est le pire entre des tirs des Iraniens sur des navires commerciaux ou l'escorte militaire et un blocus, Sophia Marin ? Je dirais les deux, mon général. Non, mais en réalité, ni l'un ni l'autre. Ce qui serait bien, c'est que les canons cessent définitivement, d'autant que dans 72 heures, le cessez-le-feu prend fin. Cela dit, pour en revenir à l'expression, je suis tout à fait d'accord avec vous, général, parce que effectivement, ils ont découvert, les Américains, que tout comme d'un tweet, Trump pouvait faire trembler les marchés, rebaisser le prix du baril, eh bien, que les Iraniens aussi, d'un seul tweet de Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères, ou de Kalibaf, le chef du Parlement iranien, pouvaient là encore, en prétendant qu'il y avait peut-être des mines, mais on ne sait pas où elles sont, ou bien que tout bateau qui passera sera frappé, mais que eux aussi, d'un seul tweet, pouvaient prendre en otage l'économie mondiale et peut-être même les États-Unis parce qu'ils sont pris à leur propre jeu. Non, sur les bâtiments de guerre américains qui ont passé le détroit d'Ormuz, si vous voulez, à l'image de ce à quoi, dans une certaine mesure, on a assisté dans cette guerre contre l'Iran, c'est que vous pouvez enchaîner des succès tactiques et vous retrouver avec une défaite stratégique. Au final, quand vous avez mal bâti votre stratégie. Et donc, effectivement, il faut pas confondre une percée et une ouverture. Et donc là, en l'occurrence, il y a eu ce symbole qui était très très fort et sur lequel ils ont très largement communiqué, d'ailleurs, en maintenant allumé les transpondeurs de ces navires afin que tout le monde puisse effectivement les voir, les surveiller via notamment le site qu'on connaît désormais toutes et tous très bien, Marine Traffic. Mais aujourd'hui, à part l'option diplomatique ou j'allais dire une opération militaire massive, mais massive à la fois dans sa proportion, sa quantité et dans la durée. La réalité à laquelle nous, au sens large, sommes confrontés, c'est que ce détroit ne fonctionnera plus jamais.
comme avant, jusqu'à ce que ce régime finisse par, il faut le souhaiter, tomber. Il a découvert qu'il a, je le redis, une arme nucléaire économique et donc il va la garder. C'est sa carte la plus puissante et il a tiré les leçons de Gaza. À partir du moment où il n'y a plus eu aucun otage, parce que ça c'est une prise d'otage, le Hamas n'avait plus de carte. Donc cette carte-là, c'est ça, j'allais dire sa plus chère et sa plus valable, il ne va pas la lâcher. Et pour Donald Trump, il n'a que deux mauvaises options. Soit repartir en guerre, alors on peut discuter et débattre des modalités, taper encore plus fort ou d'autres cibles, ou alors aborder les navires iraniens, ou alors s'engager dans une voie diplomatique face à des Iraniens qui sont des spécialistes en la matière. Ça va être long et ça va nécessiter des concessions. Une guerre économique qui a déjà commencé, puisqu'il y a eu des tirs sur des navires commerciaux cet après-midi. Regardez cette séquence saisissante, puisqu'un bateau indien a été pris pour cible. Regardez. Sepa Navy. This is Motoranga Marhedal. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are fighting now. Let me turn back. Richard, pourquoi prendre les Indiens en otage ? Mais parce que l'objectif pour la République islamique, pour les gardiens de la Révolution, c'est de bien montrer que de toute manière, quoi qu'il se passe, et c'est ce que disait Gallagher à l'instant, ce détroit ne pourra pas réouvrir sans leur aval. Donc ils sont incontournables. Et au fond, c'est le piège dans lequel est Donald Trump. Donald Trump, son idée, qu'il avait d'ailleurs théorisée, expliquée, c'était blocus total des navires à destination des ports iraniens ou en provenance des ports iraniens. Il promettait même d'aller les traquer jusqu'en Asie, ces navires-là, mais par contre, on laisse passer les autres. Donc, autrement dit, on rétablit un semblant de vie économique pour les pays du Golfe, qui pourraient aller et venir avec leurs bateaux, tandis que l'Iran serait complètement bloqué. Mais ça marche pas. Mais ils ont remis en place le péage ce soir, les Iraniens. Mais de toute manière, ça ne marche pas, puisque à tout moment, un navire en provenance d'un pays non iranien, un pays du Golfe, le Koweït ou autre, peut se retrouver sous la menace de l'Iran. Donc ça, c'est une carte. Et l'Iran est d'autant plus, je dirais, tenté de jouer cette carte que de toute façon, aux yeux de toute une partie du monde et notamment de toute l'Asie qui dépend de ce pétrole, le responsable du blocus, c'est pas Téhéran, c'est Donald Trump. Ne l'oublions pas, parce que tous ces pays avaient l'habitude de commercer avec l'Iran. Ils avaient l'habitude, ça marchait, le pétrole, ça fonctionnait. L'Inde s'approvisionnait en pétrole, la Chine s'approvisionnait en pétrole. Tous les pays d'Asie du Sud-Est s'approvisionnaient en pétrole. Des pays qui, par ailleurs, n'ont pas beaucoup d'égards, il faut bien le dire, pour la population iranienne et l'état de la répression du pays. Donc, pour tous ces pays, la mondialisation version Iran, ça fonctionnait. Donc, à leurs yeux, c'est Donald Trump qui a cassé ça. Information de dernière minute du côté des Américains, puisque c'est le New York Times qui le donne. Et bien, après plusieurs semaines de guerre, l'Iran possède encore environ 40% de son arsenal de drones d'attaque et plus de 60% de ses lanceurs de missiles, soit largement de quoi paralyser la navigation dans le détroit d'Ormuz. C'est le renseignement militaire américain qui est cité de manière anonyme dans le New York Times, et ils ajoutent que l'Iran est actuellement en train de déterrer une centaine de lanceurs afin de faire monter cette capacité à 70%. Et donc on voit qu'ils sont en train effectivement de profiter de ce temps pour reconstituer un arsenal. Mais on voit aussi que malgré les affirmations à la fois du président des États-Unis et de son secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, ils maintiennent un arsenal qui est considérable, avec un pouvoir de nuisance indéniable, parce que ces drones, ce sont des drones d'attaque, et qui leur permettent de tenir en joue tous les navires qui peuvent potentiellement passer par là. Maintenant, j'en termine par là, il ne faut pas non plus minimiser l'impact du blocus américain contre l'Iran. Ils sont véritablement gênés, parce que du point de vue des importations, mais aussi des exportations, on pourra en parler plus en détail, il y a un enjeu qui est absolument majeur pour les Iraniens. 90% de leurs exportations se font via la mer, et ils sont grandement dépendants. C'est 10 à 12 millions de tonnes de blé par an, c'est 80% de leur matériel médical et des médicaments qui rentrent par la mer, et que la liste est encore longue. Donc voilà, il y a Et autre chose, ils ne peuvent pas se débarrasser
débarrasser de leur propre pétrole pour ils continuer. Importent 10 à 15% de leur pétrole parce qu'ils manquent de capacité de raffinage. Donc effectivement, au bout d'un moment, il y a un sujet sur le remplissage. Regardez ces mots, les navires. Regardez, Général Richaud, les navires font office de capacité de stockage flottante. Ils permettent à l'Iran de maintenir l'approvisionnement en pétrole et d'éviter une accumulation qui entraînerait des fermetures de raffineries. Oui, ils ont aussi quand même un peu de gaz. Ils ont du gaz et qu'ils exportent notamment vers la Turquie. C'est-à-dire que même tout ne passe pas non plus par le détroit d'Ormuz. Alors c'est 80%, c'est le détroit d'Ormuz, c'est Karg, etc. Mais il y a quand même encore il y a des pipelines et des gazoducs qui transitent vers l'ouest. Donc ils ont des capacités résiduelles. Et puis rappelons que c'est une puissance continentale, c'est-à-dire qu'elle peut continuer d'une manière ou d'une autre à faire du smuggling vers le nord, etc. C'est plus compliqué. Ils ont pas d'oléoduc dans ce coin-là, à ma connaissance en tous les cas. Donc il y a tout de même un Iran qui est bloqué d'un point de vue économique. Tout à fait. D'abord asphyxié parce qu'effectivement les raffineries sont dans une situation compliquée. Les stations de pompage, idem, n'est-ce pas? Parce qu'ils ne peuvent pas continuer à pomper de l'essence et à le stocker pour éviter qu'il y ait un encrassement à ce niveau-là, parce qu'après c'est très compliqué. Il faut reforer pour avoir accès au pétrole. Donc l'Iran est tout de même asphyxié. Certes, les États-Unis sont dans une mauvaise posture, d'autant qu'en plus l'Iran veut imposer, n'a pas changé d'avis à ce jour, un droit de passage, ce qui est complètement en violation avec le droit international. Mais l'Iran est asphyxié au niveau économique parce qu'il ne peut pas exporter, parce que son pétrole ne peut être dirigé vers les principaux consommateurs. Et puis surtout, il y a une crise économique déjà à l'intérieur du pays avec un risque d'hyperinflation. Et donc tout ça fait que, eh bien, ils ont beau crier victoire ou dire que le détroit restera aux mains de la République islamique ad vitam aeternam, il n'en demeure pas moins qu'ils souffrent et que peut-être, sans le savoir, Donald Trump est en train de précipiter leur chute. En tout cas, que cette coalition, on ne le sait pas pour l'instant. Et d'ici là, il faut s'attendre à ce que l'Iran joue encore plus un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que jusqu'ici, l'Iran avait essayé de jouer jusqu'au bout la carte de la rationalité économique. Un exemple, le fait qu'il n'ait pas miné, bien sûr, le détroit, c'était pour ne pas tuer leurs propres exportations, pour ne pas s'asphyxier économiquement eux-mêmes. Si là, ils sont dans la situation où le blocus américain, comme le revendique le CENTCOM, commencerait à porter ses fruits, que ce soit de tuer la poule aux œufs d'or des exportations de pétrole ou d'asphyxier, comme le disait Gallagher, les importations iraniennes, là, l'Iran pourrait en ressortir aux solutions militaires qu'il n'avait pas osé faire pour ne pas tuer l'avenir économiquement. Là, on va être beaucoup plus loin dans la stratégie du fou au fort. Là, on va être dans des décisions de plus en plus irrationnelles de leur part. Et déjà, avec cette fameuse flotte moustique, rappelez-nous, Général, ce sont des petites vedettes qui vont à 180 km/h dans le détroit et qui sont capables de détruire certains navires. Oui, elles peuvent être n'importe où. On a vu que la côte était très escarpée et il y a 1200 ou 1400 km de côte. Donc elles peuvent sortir de n'importe où et donc elles sont très difficiles à cibler individuellement. Elles vont très vite et elles peuvent faire des dégâts. Mais rappelons que sur le détroit, il y a aussi les Shahed. Les Shahed, ils peuvent venir de 2000 km. Les fameux drones iraniens. Les drones iraniens, ils ne sont pas sur la côte, ils peuvent venir de très loin et c'est notamment un Shahed qui avait détruit un bâtiment dernièrement. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir une artillerie côtière à l'ancienne pour faire des dégâts. Ouais, mais là où on peut faire ça de très très loin. Et donc ils vont garder leur pouvoir de nuisance. Ils avaient, paraît-il, plus de 8000 Shahed. Ils en construisent sans doute encore. Et donc il est très possible que ça continue encore pour des semaines et des semaines. Mais le danger supplémentaire de cette flotte moustique, c'est que les Shahed sont interceptés à plus de 90%, y compris par les moyens de défense de la marine américaine, alors que là, les navires dont on parle, comme les Zulfikar par exemple, qui tirent les missiles du même nom, ils ont une signature radar extrêmement faible. Comment ne pas les confondre au mieux avec un bateau de pêche? Ils sont impossibles à détecter par définition, imagerie satellitaire ou autre. Cette flotte iranienne, on parle de 500 à 800 navires qui appartiennent au gardien de la Révolution. Cette flotte est quasiment intacte. Elle présente un défi encore pire que les Shahed pour la flotte américaine ou pour les navires civils. Alors moi, j'y comprends rien parce que Donald Trump qui nous dit la marine iranienne est complètement rasée, elle n'existe plus. Le pays est rasé, soi-disant. La marine officielle, oui. Il répète sans cesse deux phrases. La marine est complètement anéantie et leur aviation est anéantie. Et il y a un mensonge par phrase. Pourquoi ? Parce que la puissance aérienne des Américains, ce sont
les drones et les missiles. Des Iraniens. Les Iraniens, pardon. Ce sont les drones et les missiles et leur puissance maritime qui déjà était très faible. Bien sûr qu'ils les ont bombardés, mais c'est les Zulfikar et toute cette flotte qui file à toute allure. Et c'est vraiment pas tout simple. Ils en ont à peu près 500, 600 et ils les lancent parfois en kamikaze et ils torpillent. Et voilà, et tout simplement. Et le drone, pour finir, le drone Shahid dont parlait à l'instant Aurélien, c'est le même drone qui a tué un soldat français en Irak. Ouais. Et s'il y a des bateaux dans le détroit, c'est très difficile pour les États-Unis de les neutraliser parce que les distances sont si proches que le temps de neutraliser, il aura déjà touché sa cible. Mais tout de même, vous n'allez pas me dire qu'une armada comme celle des États-Unis, avec des porte-avions dans la région, également des drones Reaper qui surveillent la zone, vont flancher face à ça, Noémie Aloulia. Vous connaissez le problème de la guerre asymétrique. Ce n'est pas le plus fort qui l'emporte. Souvenez-vous de la guerre du Vietnam. Ce n'est pas le plus fort en termes de puissance qui peut l'emporter dans ces guerres asymétriques-là. C'est souvent le plus faible qui, lui, a d'autres façons de se battre. Et au fond, il a le temps avec lui. Il a le temps avec lui. C'est-à-dire que chaque jour qui passe où le régime iranien n'a pas capitulé, c'est une victoire. Chaque jour qui passe où le régime iranien n'a pas capitulé, c'est une victoire pour le régime iranien et c'est une défaite pour les États-Unis. Mais encore une fois, nous ne sommes pas à la fin de cette histoire. Simplement sur l'armement. Deadline mercredi, donc ça peut refrapper à ce moment. Oui, ils sont tellement repoussés, Donald Trump a tellement repoussé les deadlines que ce serait encore possible qu'il le fasse une prochaine fois. Simplement sur l'armement des Iraniens, je pense qu'il y a eu une mésestimation dans cette histoire. Il y a eu une mésestimation des alliances en cours. On pensait que sans doute que ce régime était isolé, qu'il était seul, et on s'est rendu compte qu'il avait beaucoup plus d'aide que prévu, et notamment l'aide des Russes, parce que vous avez vu que les Russes leur ont fourni beaucoup de renseignements, et ça leur a permis d'utiliser beaucoup moins de missiles, puisqu'on a vu qu'au fur et à mesure des jours de cette guerre, ils tiraient beaucoup moins de missiles, mais par contre qu'ils étaient beaucoup mieux ciblés, c'est-à-dire qu'ils ciblaient beaucoup plus des endroits stratégiques, que ce soit en Israël, que ce soit dans les pays du Golfe. Ils tiraient moins, mais ils tiraient mieux. Et ça, c'est grâce aux alliances avec la Russie. Et ça, sans doute que ça n'avait pas été suffisamment anticipé au moment où cette guerre a été organisée. Y a-t-il un revirement stratégique de la part de Washington, puisque après avoir misé sur un accord, il y a eu une réunion de crise aujourd'hui à la Maison-Blanche, dans la Situation Room, avec Donald Trump et ses principaux conseillers, justement pour s'entretenir sur ce qu'il se passe du côté du détroit d'Ormuz. Et selon Washington, sans percée rapide, eh bien, il y aura une guerre qui pourrait reprendre dans les prochains jours. On va prendre tout de suite la direction de Washington pour vous retrouver, Mathieu Kerman et Julie Janus, puisque l'armada américaine est toujours présente dans la région. Oui, absolument. Et pour le vérifier, Margot, il suffit de regarder le compte Twitter, le compte X du CENTCOM, le centre de commandement de l'armée américaine qui opère au Moyen-Orient et qui publie très régulièrement des images, des photos et des vidéos des soldats américains qui sont déployés en nombre dans la région. Il y a 20 minutes de cela à peine, le CENTCOM expliquait que le destroyer lance-missile, l'USS Pinckney, était déployé dans les eaux régionales en appui aux opérations de blocus. Et d'ailleurs, le CENTCOM qui précise que le blocus a complètement stoppé le commerce économique entrant et sortant de l'Iran par voie maritime. Ça, c'était il y a 20 minutes. Un peu plus tôt dans l'après-midi, le CENTCOM expliquait qu'un hélicoptère de combat survolait le détroit d'Ormuz pour surveiller justement ce qu'il se passe dans le détroit d'Ormuz. Le porte-avions, l'USS Gerald Ford, lui, a été déployé en mer Rouge. Donc on le voit, Donald Trump et l'armée américaine mettent toujours la pression sur le régime iranien. Il faut dire qu'hier, une fois encore, Donald Trump a pris la parole, notamment à bord d'Air Force One. Il a expliqué que s'il n'y avait pas un accord d'ici mercredi, alors les bombardements reprendraient. Et tant que cet accord ne serait pas signé entre les Américains et les Iraniens, le blocus resterait en vigueur dans le détroit d'Ormuz. Mais on le voit, ce sont des milliers, près de 60 000 militaires maintenant qui sont déployés notamment dans le Golfe Persique pour mettre en place ce blocus décrété par Donald Trump. Merci Mathieu Kerman et à Julie Janus qui vous accompagne. L'armée américaine qui dit disposer des ressources pour continuer ce blocus aussi longtemps que nécessaire. On dit souvent les Iraniens jouent le temps long, les Américains ont le temps court parce qu'il y a des élections de mi-mandat. Mais réellement, en termes militaires, les Américains peuvent tenir sur le long terme. Oui, une vingtaine de navires, dont une quinzaine ils sont capables de le faire
Dans la durée, la question, c'est que premièrement, vous regardez ce qui se passe en ce moment même, il y a des réapprovisionnements en masse de toutes les bases américaines, y compris maritimes, il y a des balais aériens en masse en ce moment même sur le ciel européen. Les Américains se donnent la capacité de durer. Et la deuxième chose, c'est que, alors on a beaucoup glosé aussi, même sur les réseaux sociaux, sur le fait qu'il y a du rationnement alimentaire à bord des navires américains. Ça nous rappelle les réalités. Une langue de bœuf. Voilà, Absolument. c'était ça, leur dîner. Voilà. Et ça a été, il y a eu beaucoup de plaintes de la part de familles de soldats américains qui ont été profondément choqués par cela. On dit souvent, les plus grandes armées sont les moins bien nourries sur le terrain. Et voilà, on les voit, ces photos envoyées par les soldats. Là, les photos envoyées par les soldats à leurs familles pour faire pression également sur les Américains. Oui, alors là, il se peut que ce soit à un moment où il y a eu un manque, le temps que le navire soit réapprovisionné. Franchement, je pense pas que ce soit ça qui pose problème. Cela dit, par contre, les Américains, oui, ont les moyens de tenir. Oui, ils peuvent se donner avec leur armée hyper puissante les moyens de résister et de rester longtemps à tenir ce détroit de l'extérieur, c'est-à-dire à boucler le boucleur, d'une certaine manière, qu'est l'Iran. Cela dit, il est quand même Donald Trump, même si pour les midterms, il a décidé que finalement, peu importe qu'il gagne ou pas, généralement les présidents en exercice remportent rarement les midterms. Voilà. Exactement. Ils perdent au Congrès. Il y a un autre problème, et pour Trump, c'est essentiel, c'est la bourse, c'est le prix du baril, c'est la situation à l'intérieur des États-Unis. Et ça, il ne peut pas tenir indéfiniment, je pense. Alors attendez, parce que les forces américaines ont tout de même voulu rassurer les familles américaines ce soir en envoyant ce message: repas frais, service complet, prêt pour la mission. Les marins à bord de l'USS Abraham Lincoln et de l'USS Tripoli continuent de recevoir régulièrement des repas préparés en mer, sans interruption et sans pénurie. Ils ont même montré ces photos de ces nouveaux repas faits par l'armée américaine au sein même de ces porte-avions, parce qu'il faut le dire, même pour un de ces porte-avions, c'est le plus long déploiement depuis la guerre du Vietnam. Donc ils ont prévu de durer, Richard Verdi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a la logistique. La logistique, ça peut toujours s'améliorer. La nourriture, ils peuvent ramener de la nourriture, mais il y a, je parle sous le contrôle de gens qui suivent davantage les questions militaires, et de vous, mon général, il y a quand même la rotation des troupes. Il y a quand même un impératif de rotation des troupes et d'organisation de ce flux maritime qui est énorme. Alors, est-ce que les États-Unis peuvent tenir ? Oui, mais moi je suis pas si optimiste non plus, parce que tenir, il faut s'entendre sur la durée. De quoi on parle? Mais un blocus qui s'éterniserait ou qui donnerait l'impression de s'éterniser sans rapporter les résultats escomptés, eh bien, la population américaine s'en lasserait très très vite aussi. Oui. Donc ne croyons pas qu'ils peuvent laisser des bateaux là, tranquillement, et que Donald Trump va pouvoir jouer au golf. Gallagher. Non, c'est vrai qu'on dit souvent que avec les armes, on gagne les batailles, mais c'est la logistique qui permet d'emporter la guerre. Et en l'occurrence, les Américains ont la réputation d'être les rois en la matière. Et on se dit quand même qu'avec 1000 milliards et bientôt 1500 milliards de dollars de budget annuel, on peut espérer que les soldats et les soldates mangent au minimum correctement. Après, ce qu'on voit se dessiner progressivement, c'est que les deux belligérants, là en l'occurrence les Américains et les Iraniens, sont en train de faire monter en fait l'utilisation de leurs moyens de coercition respectifs, mais qu'on reste dans une sorte de fragile équilibre où l'on voit que pour le moment, le cessez-le-feu, grosso modo, est respecté. Alors certes, je vous rejoins Margot, les Iraniens ont fait usage de leurs armes pour tirer sur 3 bâtiments différents. C'est pas des bâtiments américains au passage. Mais c'est peut-être pire de tirer sur la communauté internationale, j'ai envie de vous dire. Mais c'est pour ça que je pense que ce moment, il est véritablement cristallin, parce qu'il y a sans doute toujours le souhait d'aller vers davantage de diplomatie, mais sans céder sur le front de la coercition afin de ne pas apparaître en position de faiblesse. Et ça, malheureusement, c'est une logique que tout le monde ne peut pas contrôler avec une somme, je vais dire, quand même incompressible de volatilité, qui fait qu'on pourrait assister à une reprise des hostilités. Moi, ce que je lis, par exemple, du côté israélien, c'est qu'ils sont en train de se préparer à un retour éventuel à la guerre sur le front iranien. Donc c'est une hypothèse, absolument pas écartée de manière définitive. Mais alors, deux choses. Bon, sur les repas, parce que c'est quand même anecdotique, moi, tout ce que j'ai vu quand j'ai fréquenté les Américains d'opération, c'est qu'ils avaient des buffets absolument pantagruéliques. Je suis quand même très très surpris de voir ça sur un bâtiment américain. Je rappelle qu'il y avait 7 millions d'Américains en guerre sur le front Pacifique et sur le front occidental, et qui se faisaient livrer des gâteaux de Noël avec de la mousse et du chocolat le soir de Noël 1944. Donc, je pense que
c'est peut-être un épiphénomène à un moment donné. La deuxième, qui est quelque chose de fond, qui a été soulevé par Richard, ce qui est très intéressant, c'est le problème du turnover. Parce que le turnover, c'est, vous savez, on dit il y a une fraction qui est au combat, il y a une fraction qui en revient, et il y a une fraction qui part, qui se prépare à partir. Donc il faut 3 fractions. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait 3 fois les forces qui sont là pour pouvoir assurer le turnover. Et quand on regarde simplement les porte-avions nucléaires, ils en ont 11. Bon, ils sont obligés, ils en ont, disons, la moitié qui est en grand entretien, c'est 18 mois, parce qu'il faut changer les cœurs nucléaires, comme le porte-avions Charles de Gaulle est absent 18 mois tous les tant d'années, 5-7 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc, ils en ont plus que, même 5, 6, ils doivent en laisser face à la Chine, et donc il en leur reste à peu près 3 dans le Golfe, et ils n'ont pas les moyens de le relever. C'est ça, en fait, la vérité. C'est qu'ils n'ont pas les moyens de relever la totalité de la flotte dont ils disposent, parce que entre l'entretien et puis etc. Donc ça pose un problème. Et puis, mais quand on commence à laisser presque de 300 jours les gens en mer, là, ils vont commencer à avoir des problèmes à la fois de morale, à la fois de performance opérationnelle, parce que les gens se fatiguent à un moment donné. Il faut revoir sa famille, etc. Voilà. J'évoquais tout à l'heure le fait qu'en ce moment en Europe, il y a énormément de balais de la part de l'US Air Force pour réapprovisionner, alors là, en tout, en missiles, alors on parlait évidemment des questions alimentaires, etc. Il faut se dire quand même que les armées américaines dans la région seront potentiellement plus fortes si les hostilités reprennent le 22 avril à minuit qu'elles ne l'étaient il y a 3 semaines. Le niveau de réapprovisionnement des forces américaines est tel que là, elles sont reparties potentiellement pour des semaines de combat. Ils sont en train d'épuiser, d'ailleurs, ils ont prélevé sur des bases en Corée ou en Europe pour réapprovisionner le CENTCOM. Là, les Américains repartent. C'est le problème de toutes les armées, j'ai envie de vous dire, Aurélien Duchesne. Dans ces cas-là, personne n'est prêt pour une guerre. Eux se préparent en tout cas, ils sont à nouveau capables, là, à l'instant T, de repartir sur des semaines de bombardement. Ils ont visiblement suffisamment réapprovisionné pour ce scénario. Oui, mais bien sûr que tout le monde est en situation de guerre et à peu près dans cette même position, sauf les États-Unis, parce que la doctrine de l'armée américaine, c'est de pouvoir mener en même temps, simultanément, 2 guerres majeures. Or là, elle est sur une seule guerre avec un État qui est l'Iran, qui est déjà très fatigué, épuisé par des décennies de sanctions et qui n'est pas une force, qui n'est qu'une force régionale. Donc c'est quand même un problème pour la crédibilité et pour la dissuasion américaine sur laquelle nous nous adossions jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Non, l'autre chose qu'il faut se dire quand on réfléchit on fait le travail de prospective et qu'on regarde l'éventualité d'un retour aux hostilités, la question que l'état-major américain se pose, et ça c'est c'est le sujet de la conversation, je pense, dans la Situation Room, c'est quelles concessions les Américains pourraient-ils majeures extraire via l'emploi de la force de la part des Iraniens. C'est-à-dire, déjà, il y a quelle cible, au vu de tout ce que je rappelle, 13 000 cibles touchées, je crois que c'était 15 000 sorties ou quelque chose comme ça. Donc, quelle cible additionnelle pour quelle concession? Et pareillement, sur la façade maritime, quel outil pour quels effets finaux recherchés? Et la grande question, c'est est-ce que Donald Trump voulait un accord XXL, en fait, pendant ses réunions au Pakistan, c'est-à-dire inclure l'uranium, inclure le balistique, inclure le détroit d'Ormuz, et qu'en fait, il s'est rendu compte que les Iraniens n'allaient pas lâcher sur tout ça. Sur l'uranium enrichi, tout de même, 2 positions irréconciliables. Écoutez les propos de Donald Trump à ce sujet. Quoi? Vous voulez que je vous donne une date et une heure et tout ce qui va avec? Évidemment, je ne vous dirai rien. Simplement que si nous signons un accord, alors je vous donnerai des détails. Après la signature de l'accord, nous irons voir l'Iran et nous prendrons l'uranium ensemble et nous rapporterons tout aux États-Unis. Si nous ne faisons pas ça, nous le prendrons d'une autre manière, une manière beaucoup moins amicale. Une manière beaucoup plus amicale, une manière beaucoup plus hostile, en fait, Noémie Aloulia. Beaucoup plus hostile. Mais vous savez, Donald Trump, il a une certaine constance. En tout cas, sur cette question-là, sur la question du nucléaire iranien, c'est l'obsession de sa politique étrangère depuis toujours. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, en 2016, pendant la campagne présidentielle aux États-Unis, il parlait déjà son obsession, l'une de ses obsessions, en tout cas à ce moment-là, c'était l'accord qui avait été signé avec Obama. C'était cet accord sur le nucléaire qu'il voulait absolument rompre, et ce qu'il a fait d'ailleurs lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Donc, si vous voulez, ça fait 10 ans
qu'il répète cette idée majeure pour lui, qui est qu'il ne faut pas laisser ce régime iranien obtenir la bombe atomique d'une quelconque façon. Et donc, il ne fait que continuer sur cette question-là. En tout cas, il y a une certaine constance vis-à-vis de cette question-là. Donc, je pense qu'il y a effectivement à ce moment-là beaucoup d'autres choses, comme effectivement les missiles, il y a d'autres sujets, mais la question centrale reste celle du nucléaire. Et ça a anéanti complètement les négociations, parce que les Iraniens, tout de suite, je me rappelle, 30 minutes après, démenti direct des Iraniens. Écoutez. L'uranium enrichi de l'Iran ne sera transféré nulle part. Tout aussi important et sacré que le sol iranien l'est pour nous, cette question l'est également pour nous. Le transfert de l'uranium enrichi de l'Iran vers les États-Unis n'a jamais été évoqué dans les négociations. Ces questions soulevées font partie d'une campagne médiatique lancée pour influencer les négociateurs et la table des négociations. Sophia. Oui, donc Ismail Baqai qui est en train de nier ce qu'a dit Donald Trump à propos de cet uranium enrichi. Je pense que le mot constance ou l'adjectif d'être constant, c'est celui qui va le moins à Donald Trump. J'ai précisé sur cette question. Non, bien sûr, mais même par ailleurs, parce que par exemple pour cette question qui est éminemment importante pour la stabilité dans la région, pour la sécurité d'Israël, pour celle des pays du Golfe, quasiment dans la même journée, il a dit on va le ramener aux États-Unis, puis il a dit on va le ramener ensemble, Iraniens et nous et les Iraniens, avec de très jolies machines. Oui, il a dit les hommes vont rentrer sur le territoire iranien avec l'accord de l'Iran. Ensemble, on va y aller. Puis après, il a dit on ira d'une façon beaucoup moins amicale. Donc en fait, le même jour, on a eu le droit à 3 versions. En réalité, c'est véritablement un problème. Et je crois que Donald Trump, son problème aujourd'hui, c'est que il se rend bien compte que même si les Iraniens sont très affaiblis et ils sont prêts, puisqu'on a parlé d'un moratoire de 5 ans, ce qui est quand même déjà un premier pas, peut-être pas suffisant pour rassurer la communauté internationale. En tout cas, c'est mieux que rien. Mais il réalise que malgré son désir de remettre en cause l'accord de 2015 qui avait été fait par Obama, eh bien que là encore, il risque. Son problème, c'est de ramener moins bien qu'Obama. Parce que dans le démenti tout de même iranien, les Iraniens ont dit l'uranium pour nous, c'est sacré, c'est aussi sacré que notre terre iranienne, Gallagher. Alors, la question, effectivement, de l'enrichissement, elle est matricielle pour ce régime. Ça fait partie de l'identité de ce régime. Après, il faut rappeler, aussi odieux soit-il, qu'il est signataire du traité de non-prolifération et qu'à ce titre, il a le droit, comme tous les autres pays au monde, à l'enrichissement à des fins civiles. Ce qui veut dire que le taux d'enrichissement doit rester en dessous de 3,67. Et d'ailleurs, dans le JCPOA, il était prévu qu'ils aient le droit d'avoir 300 kilos maximum d'uranium enrichi en dessous de ce seuil. Il y avait une limitation sur le nombre de centrifugeuses, il y avait un régime d'inspection extrêmement intrusif qui prévoyait la possibilité 24 heures sur 24 pour des inspecteurs de venir s'en charger. Maintenant, ça fait partie des différentes cartes qui sont à la disposition des Iraniens. Ils n'enrichissent pas en ce moment, parce que ça a été frappé très durement et très fortement. On est sûr vraiment qu'ils n'enrichissent pas en ce moment, parce qu'il y a tout de même différentes versions là-dessus. Tous les experts que je lis, alors moi je suis sûr de rien, tous les experts que je lis, qu'ils soient d'origine iranienne ou américain ou israélien, etc., sur cette question, affirment qu'en réalité c'est très malin de la part des Iraniens de mettre ça dans la balance, parce qu'actuellement ils ne sont pas capables d'enrichir. Et donc renoncer à l'enrichissement, c'est entériner une situation de fait. Donc c'est une fausse victoire dans la négociation. Une fausse concession. Oui, voilà. Donc envisager, si vous voulez, la récupération de ce matériel par des moyens militaires, moi je pense que ça n'est pas du tout réaliste. Aurélien, on est sûr qu'il n'y a plus d'enrichissement à l'heure actuelle ? Sans doute que la destruction fonctionnelle des sites de Natanz et de Fordo ne permettent pas aujourd'hui d'avoir des centrifugeuses capables d'enrichir l'uranium. C'est-à-dire tout le processus, en fait, dont on a besoin pour enrichir cet uranium-là. Voilà, absolument. Et la deuxième chose, c'est que les Iraniens ne seraient pas les premiers à faire semblant d'être en train de préparer des armes de destruction massive. Je rappelle que Saddam Hussein, en 2003, lui-même cultivait l'ambiguïté, ce qui a quand même fini par lui coûter littéralement le pouvoir. Lui-même entretenait l'ambiguïté de dire non. C'est un euphémisme, j'ai envie de dire. Aussi, mais je pense simplement que les Iraniens ont aussi un autre modèle en tête. C'est ce qu'on appelle le modèle libyen. Un pays, un régime qui a renoncé au programme d'armes de destruction massive en échange de quoi ? Levée de sanctions et argent sonnant et trébuchant. La Corée du Nord, Trump lui a fait la même proposition.
La Libye, ça donne pas trop envie, j'ai envie de vous dire, Aurélien Duchesne. La situation actuelle n'est pas très tentante, Richard Verly. Sur la question de ces 440 kilos d'uranium enrichi à 60%, si je ne me trompe pas, il y a 2 scénarios. Soit les Américains et les Israéliens savent où il est, où est ce stock. Et à ce moment-là, ça ouvre la voie à toutes les possibilités. Pour l'instant, il y a des négociations, mais demain, peut-être après-demain, les Américains, avec peut-être les Israéliens, peuvent décider d'intervenir. Aller le récupérer, ça sera pas simple, mais ils peuvent le faire. Puis il y a le deuxième scénario. En fait, ils savent pas où il est. Et à ce moment-là, ça ouvre 2 choses. D'une part, le risque de leurre. Ne l'oublions pas, dans la guerre, le leurre, c'est important. Imaginez qu'une force aéroportée américaine parte vers une mauvaise destination et ramène des cylindres vides ou quasiment vides. Vous imaginez le camoufler ? Donc le leurre, moi j'ai lu que, et ça serait logique, que les Iraniens ont beaucoup de leurres et beaucoup de sites qui pourraient être identifiés comme abritant ces 440 kilos. Et à ce moment-là, quoi qu'en dise Donald Trump, ça devient très difficile d'aller les récupérer. Oui, je crois que le patron de la CIA l'a dit devant le Congrès qu'il n'avait pas pu reprendre l'enrichissement et que depuis juin 2025, en tous les cas, il ne pouvait plus enrichir l'uranium. Sigabarde. Voilà, donc ça a été dit. Ensuite, oui, je me dis, est-ce qu'on peut croire tout le Sigabarde encore ou pas moi, m'a montré un document qui a été diffusé par la CIA et qui certifie qu'il n'avait pas repris l'enrichissement. En tous les cas, ça, ce sont les faits. Ensuite, il y a l'intention, c'est-à-dire que j'ai toujours pensé qu'ils avaient intérêt à terme à disposer de la bombe, parce que c'est la bombe, c'est le jour où ils ont la bombe, eh bien, on ne les bombarde plus jamais, et on leur parle gentiment, comme avec Jing en Corée du Nord. Donc je pense que sur le long terme, ils vont privilégier le long terme, sur le long terme, ils ont l'intention toujours d'avoir la bombe. Je serais très étonné qu'ils donnent leurs 440 kilos, mais je pense que pour le moment, ils doivent être quand même très embêtés avec les dégâts qui ont été faits pour pouvoir continuer leur programme. Tout de même, sortir du JCPOA pour revenir à ça, à ce que vous venez de dire, Général Richoux, on peut se poser la question de l'efficacité tout de même, Gallagher Fenwick. Je vous le confirme, et on se la pose et on a raison de se la poser. Plusieurs choses. La première, c'est que la stratégie iranienne jusqu'ici, semble-t-il, était celle de, je cite, la latence. C'est-à-dire qu'on a toutes les pièces du puzzle, ce qui fait peser le spectre et la menace de l'éventuelle métallisation de l'uranium enrichi et de son arsenalisation, donc afin d'en faire de la vectoriser, d'en faire une bombe qui puisse être envoyée. Là, effectivement, la tentation d'aller vers l'arme, elle est sans doute grande, mais il faut savoir que le régime a également très très peur, parce qu'il est infiltré, et donc il est très surveillé, donc ils savent que s'ils venaient à s'en approcher, il y aurait sans doute des conséquences militaires très très fortes. Dernière chose, c'est que quand Donald Trump, via Axios, dit oui, ils sont d'accord pour qu'on aille le chercher, etc. Je pose ça sur la table, c'est une simple hypothèse. Il est en train de jouer sur les divisions internes à l'intérieur du régime qu'il ne faut pas sous-estimer. Et de faire croire, par exemple, à Ghalibaf qui s'est entendu avec Arakchi ou inversement, et ensuite, dans un régime qui déjà est très paranoïaque, de faire monter ces tensions à l'intérieur comme ça. Et on sait qu'il y a différents surtout, avant que vous preniez la parole, Noémie, on avait tout de même un doute aussi sur la possibilité de garder un œil sur ce que faisaient les Iraniens. L'AIEA, Raphaël Grossi l'a dit lui-même. On n'a pas pu vraiment se rendre compte s'il y avait ou pas une volonté d'acquérir la bombe atomique ou non. Donc, en 2015, on le savait. Ce flou-là, en 2015, on se l'avait. Mais depuis 2015, on ne le sait plus, Noémie. Oui, on ne le sait plus. Et au fond, c'est aussi toute l'entreprise de Donald Trump lorsqu'il a décidé d'engager cette guerre contre ce régime iranien. C'était précisément parce qu'il avait des informations qui montraient qu'il y avait quand même une avancée assez nette de ce programme, d'abord en juin et ensuite tout récemment. Mais ce qui est intéressant au fond, c'est de voir effectivement, comme le disait Gallagher, qu'il y a des dissensions actuellement qui sont très fortes au sein du régime iranien, entre des voix qui sont beaucoup plus dures et d'autres qui pensent qu'il faut privilégier la diplomatie. Vous avez les gardiens de la révolution d'un côté, vous avez aussi de l'autre côté plutôt les ministres, plutôt les hommes politiques, les hommes en costume, comme les appelle Lindsey Graham là, dans son dernier tweet à ce sujet. Donc il y a différentes voix qui s'affrontent et effectivement c'est un enjeu aussi à utiliser de la part pour Donald Trump dans cette question-là. Donc voilà, il y a ces dissensions au sein du régime iranien et il y a la question pour Donald Trump de savoir
comment faire en sorte que ce régime, peut-être demain, renonce à ce qui est quelque chose de matriciel pour lui, ce programme nucléaire. On va parler du régime dans un instant, mais j'aimerais revenir sur cette information de la soirée. Tout de même, les Iraniens qui disent très clairement que tout navire sera pris pour cible désormais dans le détroit, que ce soit un navire commercial ou un navire militaire. Là, on a la stratégie du chaos, Gallagher. Non, et si vous voulez, c'est un peu comme l'emploi des mines. En fait, la simple menace, la simple idée que le détroit puisse être miné produit le même effet. Qu'elle soit là ou non, il y a une peur. Les assureurs ne vont pas assurer, les bateaux ne vont pas traverser. Et donc, le fait de proférer cette menace, qu'elle vienne à se matérialiser ou non, fait que vous avez les navires qui vont refuser de passer. Et on les comprend. Tout à l'heure, Aurélien Duchesne donnait un chiffre intéressant. Il disait 90% de taux d'interception des drones Shahed. Bon, ben, si vous, à bord de votre vraquier, votre bateau de croisière, votre pétrolier, ben voilà, exactement, vous prenez les 10%. Il suffit d'une image, une seule, c'est-à-dire un drone qui percute un navire, et vous fermez le détroit. Et c'est pour ça qu'ils sont tirés aujourd'hui. Les dispositifs anti-aériens ne sont pas sur le détroit d'Ormuz. Je pense que s'ils tirent sur le détroit d'Ormuz, le taux d'interception ne sera pas de 90%. C'est plutôt sur les villes, les centres, etc. Et les Américains qui disent très clairement en réponse qu'ils vont aller chercher tous les navires liés à l'Iran et les arraisonner. C'est une possibilité, c'est faisable. Oui, bien sûr, c'est ce qu'ils font depuis le début. Là, on se tient par la barbichette, je te bloque, tu me bloques, etc. Bon, il faut monter les enchères. En fait, là, il y a quand même une montée aux enchères, en rappelant quand même que la trêve tient toujours. Donc, il faut quand même observer ce qui va se passer, parce qu'il y a aussi du bluff là-dedans. Et on va savoir, comme au poker, qui est capable à... Un poker menteur, alors, Aurélien Duchesne. Du point de vue du droit international, on a le droit de faire comme les Américains le font, un blocus, manuel de San Remo, etc. Je ne rentre pas dans le détail. En revanche, la disproportion d'établir à tout le monde, tous les non-belligérants, un blocus de type menace contre des navires civils, ça c'est illégal. Donc il ne faut juste pas envoyer dos à dos, quoi qu'on pense de Trump, les actions de l'US Navy et celles de l'Iran. Il y en a qui sont légales au regard de toutes les conventions, et il y a celles de l'Iran qui relèvent davantage de la prise d'otages généralisée que du droit international. Moi, je suis pas d'accord que les États-Unis fassent quelque chose de moins illégal dans le détroit d'Ormuz. Si, manuel de San Remo, c'est légal, Convention des Nations Unies du droit de la mer. Voilà, donc moi, très franchement, les détroits, selon le Montego Bay, doivent être libres. Point. Donc personne n'a le droit d'être dans les détroits et d'empêcher les bâtiments de passer, que ce soit les Américains. Sauf temps de guerre. Ils jouent sur le fait qu'ils n'ont pas ratifié ce traité également. Moi, je rappelle que le détroit, il était libre avant février et que c'est Donald Trump qui l'a fermé par la guerre qu'il a imposée. Et donc avant, il y avait libre circulation dans le détroit. Alors il faut quand même pas dire que les Américains, c'est la vertu. Mais je rappelle juste qu'il y a le droit international et que renvoyer dos à dos le fait de frapper des navires civils en disant sur le détroit, je renvoie dos à dos. Alors là, je suis absolument désolé, moi je renvoie dos à dos. Mais tout de même, ils emmerdent la terre entière et les Américains les premiers. Voilà. Mais dans le droit international, il y a tout de même un point précis. Si vous n'avez pas ratifié ce traité, ça vous écarte du jeu. L'Iran et les États-Unis n'ont pas ratifié. Oui, mais ça s'appelle la coutume en droit international qui fait que ça s'applique à vous aussi. C'est-à-dire que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, les Américains et l'Iran, effectivement, ne l'ont pas ratifiée. Mais il y a tout ce qui est relatif à la liberté de navigation en temps de guerre. Vous avez, par exemple, le manuel de San Remo de 94 de mémoire. Le blocus est une action légitime, mais s'ajoute effectivement la question de la proportionnalité. Cibler, encore une fois, les 600 navires qui sont pris en otage dans le détroit d'Ormuz, comme le fait l'Iran, ça c'est disproportionné et illégal. Par contre, cibler sur un seul pays contre lequel vous êtes en guerre avec un blocus des ports, ça c'est légal, quoi qu'on pense de la stratégie totalement lunaire des Américains. Ils sont pas en guerre, puisque le Congrès ne l'a pas dit. Je suis désolé, c'est une opération militaire. Pendant 60 jours, il a le droit. Oui, je veux dire, pendant 60 légalement, ce qu'ils font sont illégaux. Si les Américains étaient en guerre légalement avec l'Iran, ce qu'ils feraient sont légaux. Pas le droit. Attendez, pas tout le monde en même temps. S'il vous plaît, pas tout le monde en même temps. Je vois pas comment un blocus naval pourrait être légal au regard du droit international alors que c'est une guerre d'agression qui, elle, est illégale. Là, il y a un truc que je comprends pas. Oui, moi non. On entre de la jurisprudence. Je rappelle que ce n'est pas parce que la guerre, par exemple, de la Russie contre l'Ukraine est illégale que les soldats russes sont exemptés de respecter le droit international humanitaire. Une fois qu'on est dans le conflit, s'applique à vous le droit international humanitaire. Une fois que vous y êtes. Là, il n'y a pas de rapport.
Là, le blocus n'a rien à voir avec le droit international humanitaire. Ce que vous disiez, c'est que ce blocus naval, au regard du droit international, est légal. Et la question que je pose, comment pourrait-il être légal alors qu'il s'agit d'une guerre d'agression qui est illégale au regard du droit international? Là, je comprends pas. Jurisprudence. Là, je comprends pas. Noémie. Non, mais Merci. Oui. Parler du droit international pour défendre le régime iranien, c'est vraiment quelque chose. Non, mais personne ne défend le régime iranien. Non, mais si la question Attendez, était sur le droit. Si je peux me permettre de dire quelques mots. Parler de droit international lorsqu'il s'agit d'un régime comme le régime iranien, c'est une façon de projeter aussi des valeurs occidentales sur un régime, sur des barbares qui ne respectent rien. Alors, est-ce que nous sommes, nous, des démocrates qui respectons le droit international, est-ce que c'est tout à notre honneur que de considérer qu'il faut aussi considérer ces régimes-là comme les autres, et donc qu'ils ont aussi certains droits qu'il faut respecter, et que nous devons aussi respecter le droit international vis-à-vis d'eux? C'est une question philosophique. En tout cas, croyez-moi, ce régime s'en fiche complètement, lui, du droit international, puisqu'encore une fois, il massacre son peuple dans la rue. Je rappelle qu'il a assassiné 30 000 personnes en 2 jours, et que c'est un régime barbare, sanguinaire, violent, qui massacre les gens, qui pend les homosexuels, qui enferme les journalistes. Donc, il faut peut-être remettre un petit peu au milieu du jeu ce dont on parle. Alors, je veux bien qu'il y ait le droit international qui soit une valeur cardinale, mais est-ce qu'il faut absolument l'appliquer pour des régimes qui sont aussi barbares? C'est une question philosophique. Moi, personnellement, je pense que parfois, il faut aussi utiliser les règles du jeu de l'adversaire. Alors, c'est un point intéressant que vous soulignez, Noémie, puisque avec cette réunion de crise à la Maison-Blanche, Donald Trump a réuni ses principaux conseillers dans la Situation Room pour justement évoquer cette situation au sein du détroit d'Ormuz, mais également les lignes rouges de l'Iran. L'Iran qui essaie peut-être de se faire passer désormais pour le gentil sur la scène internationale, puisqu'on peut se poser la question, et si la bataille se jouait au sein même du régime iranien, puisque le nouvel ayatollah est toujours porté disparu, aucune apparition publique, et la propagande iranienne joue là-dessus en disant « Regardez ce que les Américains nous font, regardez cette séquence ». Le méchant qui a fait exploser le pays, et qu'il y aurait peut-être une sorte de cohésion nationale désormais derrière le régime. En tous les cas, le régime joue là-dessus. On les a vus, ces manifestations pro-régime dans les rues de Téhéran qui ont été montrées plusieurs fois par la télévision iranienne, qui fait hurler la diaspora iranienne dans le monde. Mais tout de même, il joue sur cette propagande-là, Sophia Amara. Oui, bien sûr. Alors il fait comme s'il y avait eu un effet drapeau, et que ces frappes qui ont effectivement parfois ciblé des cibles ou des objectifs civils, qui constituent évidemment un crime. Et pour répondre à ce que disait tout à l'heure Noémie, non, on ne corrige pas un crime avec un autre crime, mais là c'est un débat philosophique, je ne rentrerai pas plus loin là-dedans. Je pense que c'est contre-productif, tout ce que fait la République islamique, on le sait. Ça n'empêche aujourd'hui, dans cette guerre, voilà, il se pose comme un gentil, alors qu'on sait très bien quelle est la nature de ce régime. Le gros problème dans cette histoire, et pour finir de répondre à votre question, c'est qu'aujourd'hui, les États-Unis, non contents d'avoir créé d'avoir montré la voie aux Iraniens sur la force que leur donne la géographie et cette arme nucléaire géographique qu'est le détroit d'Ormuz, non seulement ça a baissé la dissuasion des Américains, ça a entamé la dissuasion des Américains. Aujourd'hui, le problème, c'est que ils ont cette arme du détroit dont ils n'avaient peut-être pas senti l'importance, qu'ils risquent d'imposer une taxe, un droit de passage, et en attendant que ce régime s'effondre ou qu'il y ait des boots on the ground, mais ça c'est moins probable, mais en attendant que ce régime s'effondre, et c'est une possibilité, parce qu'on ne sait jamais
il se peut que les Américains se retirent et que 3 mois, 2 mois, 3 semaines après, le régime s'effondre de l'intérieur. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, mais en tout cas pour l'instant, le jeu entre guillemets, parce qu'il y a des gens qui souffrent des deux côtés, semble ne pas être à l'avantage des Américains, en tout cas de la stratégie de Donald Trump. Et le Détroit a révélé ces fameuses dissensions au sein du régime. On l'a vu, et de manière publique. C'est ça qui est très frappant. C'est-à-dire entre tweets interposés au sein du régime, ceux qui voulaient faire un accord et ceux qui ne voulaient pas, Gallagher. Non, justement, Araghchi a été vertement, je crois... ministre des Affaires étrangères iranien. Le ministre iranien des Affaires étrangères, par le désormais fameux président du Parlement, Ghalibaf, qui a trouvé la décision malvenue. Donc effectivement, il ne faut pas estimer que ce régime, il est monolithique, il est traversé par différents courants, et il est bien plus radical que le précédent, qui n'était franchement pas dans la modération. Donc Donald Trump, et je l'ai dit tout à l'heure et je le redis, et une partie de ses équipes sont sans doute en train d'essayer de jouer sur ces dissensions. Après, il faut pas non plus surestimer ces dissensions. L'ennemi, ça reste les États-Unis et Israël. Ils peuvent ne pas s'entendre sur la stratégie, mais une fois qu'un ordre de marche est donné, il sera sans doute suivi. Et là, il semble que ce soit la fermeture du détroit d'Ormuz. Et sur ces fameuses dissensions, il faut se rappeler, quand le président Massoud Pezeshkian, par exemple, veut présenter des excuses de la part de l'Iran envers les pays du Golfe qui ont été frappés parce qu'il voulait jouer une nouvelle carte et qu'il se fait rabrouer dans l'après-midi même par les clercs du régime, on voit que les dissensions sont réelles. Elles ont peut-être même présidé au fait d'avoir choisi un dirigeant, Mojtaba Ramenei, dont on ne connaît même pas l'état physique. C'est sans doute, à mon sens, pour masquer les divisions probables entre les religieux, comme Ali Reza Arafi, dont on parle plus beaucoup d'ailleurs, et le clan sécuritaire. Il est probable, et je rejoins ce que disait Sophia Amara, que le régime ait déjà des fragilités béantes en son sein, qu'on ne voit pas pour l'instant, mais une fois la guerre passée, elles apparaîtront peut-être. Et surtout que le guide suprême, qui était censé incarner cette ligne, il n'y avait pas de dissension quand il y avait le guide suprême, mais désormais, ses soutiens se posent même la question de son état. Écoutez cette séquence. À ce moment-là, après l'explosion, ils l'ont transporté en ambulance. Les équipes au sol ont informé qu'ils l'avaient emmené vers l'hôpital Gandhi. Et sachez que l'hôpital était au courant. Dès qu'il est descendu de l'ambulance, celle-ci a été frappée. Puis le haut responsable est entré à l'intérieur. Ils l'ont emmené dans l'hôpital pour un scanner. Il disait « passe par ici, par ce couloir ou par là ». Quand ils ont emmené son éminence de ce côté, ils ont de nouveau visé l'arrière de l'hôpital. Cela signifie qu'ils voulaient totalement éliminer toute présence, afin qu'après Ramenei, il n'y ait pas un autre Ramenei. Un guide suprême ciblé de partout, même dans l'ambulance. Et là, le dire au grand jour, tout de même, Sophia Amara, c'est surprenant. C'est complètement lunaire. C'est-à-dire que non seulement d'abord ils reconnaissent à quel point ils étaient inefficaces en matière de protection de celui qui fut le guide suprême de cet État, de cette théocratie et qui était tout puissant. Et en plus, ça doit aggraver le caractère paranoïaque du régime. Rappelez-vous que nous avions un chef de l'État iranien à l'époque, Mahmoud Ahmadinejad, qui avait dit il y a quelques années, lors d'une interview sur CNN en turc, qu'il y a tellement d'espions du Mossad et ils sont tellement efficaces en Iran qu'il est étonnant qu'il reste un seul responsable iranien à Téhéran. Donc c'est quand même hallucinant. Et donc là, ils reconnaissent cette faiblesse, ils reconnaissent la supériorité de la CIA ou du Mossad en l'occurrence. Et pour en revenir à votre question sur les dissensions, c'est quand même la première fois qu'elle s'expose au grand jour, via Twitter, via X ou d'autres réseaux sociaux, et il semble y avoir 2-3 courants, c'est-à-dire les modérés entre guillemets que sont le ministre des Affaires étrangères iranien, le chef de l'État, Ghalibaf, le chef du Parlement, et derrière les passedrans, les purs et durs, et donc ça pourrait annoncer peut-être un effondrement un jour de ce régime de l'intérieur et non pas grâce à des frappes, contrairement à ce que nous dit Donald Trump. Mais à qui parlent les États-Unis? Quand on voit leur délégation au Pakistan, ils sont combien? 71 sur le terrain. Quelle est la voix incarnée par l'Iran, Noémie?
Écoutez, il y a le ministre des Affaires étrangères, bien sûr, Arachi, mais il y a aussi les gardiens de la Révolution. Et au-delà de ceux qui parlent, de ceux qui négocient, il faut voir ceux qui agissent. Et ce ne sont peut-être pas les mêmes personnes, parce qu'effectivement, maintenant, ces dissensions se font au grand jour. Mais ce qui est intéressant, c'est peut-être de reprendre la chronologie. Parce que quand même, tout ça part de quoi ? Part de l'élimination d'Ali Khamenei. Ali Khamenei qui incarnait véritablement le pouvoir en Iran, puisqu'il l'a dirigé pendant 40 ans d'une main de fer. Avec l'élimination d'Ali Khamenei le premier jour de cette guerre, il y a eu malgré tout des conséquences qu'on est en train de voir aujourd'hui. Son fils Moshabar n'a pas vraiment actuellement la possibilité de s'exprimer, de faire des grands sermons comme le faisait Ali Khamenei. Il n'a pas la possibilité de montrer qu'il tient le pays. Et donc, on parlait d'une organisation pyramidale qui peut-être montrait que le régime tenait très bien malgré la mort d'Ali Khamenei. Mais au fur et à mesure que les jours passent, on se rend bien compte qu'il y a quand même une désorganisation et que l'élimination d'Ali Khamenei a des conséquences très directes sur la direction actuelle de ce régime iranien et une forme de désorganisation. Alerte mondiale également sur l'énergie, puisque ce blocage du détroit d'Ormuz pourrait déclencher la plus grande crise énergétique jamais vue, avec une explosion des prix à venir. C'est ce que dit le patron de l'Agence internationale de l'énergie. Écoutez. Si le détroit d'Ormuz n'est pas réouvert d'ici la fin du mois de mai, de nombreux pays, à commencer par les économies les plus fragiles, vont être confrontés à d'énormes défis. Ce qui se passe actuellement est la plus grande crise énergétique à laquelle nous ayons jamais été confrontés dans l'histoire. Bonsoir Alexandre Kateb, vous êtes économiste. Est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de Fatih Birol ce soir ? Oui, absolument. Ça a été attesté par l'interruption des flux et la destruction des capacités de production dans la région. On parle de plus de 10 millions de barils par jour, donc à peu près 10% de la production mondiale qui ne passe plus par le détroit. Et les capacités également qui sont aujourd'hui hors d'état de fonctionner sont également à peu près de ce niveau-là. Donc la disruption est beaucoup plus importante même que ça n'avait été le cas dans les années 1970. Est-ce que ça peut clouer au sol des avions ? On parle de partage de kérosène du côté de l'Union européenne. Oui, alors il y a des problèmes d'approvisionnement en ce moment au kérosène parce que, justement, contrairement aux autres produits pétroliers, l'Union européenne est très dépendante du Moyen-Orient qui fournit à peu près 75% de ses importations de kérosène. Et les importations alternatives en provenance des États-Unis ou d'Afrique notamment ne compensent pas totalement cette baisse des flux en provenance du Moyen-Orient. Donc après, la situation va dépendre évidemment de la durée de cette crise, puisque aujourd'hui le problème c'est que les derniers cargos qui partaient du Moyen-Orient sont arrivés en Europe et il n'y a plus de trafic et ça ne pourra reprendre que dans 2 ou 3 mois. Et donc c'est cette période de soudure qu'il faut gérer et en espérant que le cessez-le-feu tienne et que le détroit évidemment rouvre dans les prochaines semaines. Il y a eu même une crainte du côté du Royaume-Uni de pénurie alimentaire à cause du dioxyde de carbone. Le Royaume-Uni qui dit que ça pourrait affecter l'industrie agroalimentaire, moins de produits disponibles, le CO2 dont ils ont besoin pourrait toucher les secteurs comme l'agriculture, l'alimentation, avec notamment ce qui sert à abattre les porcs et les volailles, ce qui semble fou, c'est-à-dire que ça arrive même du côté du Royaume-Uni. Et de toute manière, le diagnostic économique, et Alexandre doit le savoir, il a été très clairement établi il y a à peu près une semaine dans un communiqué, une communication conjointe du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et de l'Agence internationale pour l'énergie, si je ne me trompe pas. Ils étaient tous les trois dirigeants de ces institutions, et ils ont plus que tiré le signal d'alarme. Ils ont dit, on va dans le mur. Si ça continue, on va dans le mur. Et ce mur-là, c'est quand même Donald Trump qui a un problème avec. Parce qu'il est à la fois le patron de la première puissance mondiale, il est supposé être le garant d'un flux commercial mondial qui fonctionne, et il est en train de le détruire. Et la réalité, c'est que dans les pays d'Asie, je le répète, parce qu'on voit toujours les choses centré de ce côté-ci de la planète, mais vous posez la question aujourd'hui à des Indiens, à des Chinois, et ils se chiffrent, vous le savez, en milliards de personnes. Pour eux, le responsable de ce chaos, c'est Donald Trump.
point. Et ils y associent rapidement l'Occident, c'est-à-dire qu'ils nous associent à un chaos alors que ce n'est pas notre guerre, comme l'a répété et le répète à chaque fois Emmanuel Macron. Alexandre. Je suis d'accord avec ce qui a été dit pour la plupart des pays d'Asie, en fait, sauf la Chine. Parce que la Chine, elle, a des stocks de produits pétroliers et de pétrole brut qui dépassent tout ce que les autres pays ont, y compris les États-Unis. Et la Chine peut tenir. En fait, ce que la Chine a fait, c'est qu'elle interdit les exportations de produits pétroliers. Et ça a accentué la crise, notamment pour ses voisins. Donc elle est quelque part aussi responsable de cette crise, finalement, parce qu'elle a privilégié avant tout ses propres intérêts. Dans cette histoire, ni la Chine ni les États-Unis ne sont vraiment impactés. C'est l'Europe et c'est les puissances moyennes d'Asie. Et le Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, qui dit ce soir, les sanctions américaines ne s'appliqueront pas pendant 30 jours aux livraisons de pétrole russe chargé sur des pétroliers. Ce qui va à l'inverse de ce qu'il avait dit il y a à peine une semaine, Gallagher Fenwick. En fait, ce qui est intéressant, me semble-t-il, d'abord pour citer Fatih Birol, c'est lui qui avait, conjointement avec le board donc, de l'Agence internationale de l'énergie, décidé la libération, entre guillemets, de 400 millions de barils des réserves stratégiques. Quand on rapporte ça au détroit d'Ormuz par lequel transitent 20 millions de barils de jour, ça fait 20 jours, ça paraît assez peu. Ce qui est intéressant quand on regarde les marchés, c'est que soit il y a une sorte de pensée magique du côté des marchés qui n'ont pas complètement dévissé. Je veux dire, le baril, il est certes au-dessus des $100, voire $110. Le prix n'a pas complètement explosé non plus. Par ailleurs, quand on regarde à la fois le Nasdaq et le S&P, il y a une forme de, j'allais dire, presque, alors sérénité, le mot est un petit peu fort, mais il n'y a pas de panique. Donc soit il y a un déni du côté des marchés, avec l'idée que Donald Trump finalement et les Iraniens vont se mettre d'accord pour rapidement sortir de cela et tout le monde va s'en sortir, soit on va effectivement au-devant d'un choc énergétique comparable à celui des années 70, et là ça va être très très dur parce que ça va arriver tout d'un coup après une phase de déni prolongée. Non, en fait, pour moi, c'est ni l'un ni l'autre. En fait, on est dans un autre scénario. C'est celui d'une fragmentation du marché pétrolier, du marché énergétique mondial, à laquelle on n'avait jamais assisté auparavant. C'est-à-dire que le marché pétrolier, c'était un marché mondial. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? C'est que les États-Unis sont autosuffisants et exportateurs nets, et les prix sur les marchés américains reflètent en fait ce statut, cette surabondance finalement de pétrole aux États-Unis et la déconnexion vis-à-vis du reste du monde. Mais et il y a également, pardon, je vous interromps un peu. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, le gallon, il a pris 40% en un mois? Parce qu'il y a une répercussion qui est beaucoup plus rapide aux États-Unis. Il y a moins de taxes et du coup même une augmentation moins forte, on va dire en moyenne du prix du pétrole, va se traduire sur une hausse du prix du gallon qui va être beaucoup plus significative qu'en Europe, par exemple, en France, où les taxes absorbent une bonne partie de la hausse du prix du pétrole. Les taxes en France, c'est à peu près 70% du prix de l'essence ou du diesel. Donc ça amortit toutes les, on va dire, les hausses de prix du pétrole, alors qu'aux États-Unis, c'est essentiellement une transmission directe. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est la déconnexion aussi entre ces marchés pétroliers, le pétrole qui est coté à New York notamment, et ce qu'on constate sur la réalité, notamment en Asie, on l'a dit, auprès des raffineries qui aujourd'hui ne peuvent plus s'approvisionner, ou à des prix qui défient tout l'entendement. On voit cette déconnexion entre le marché financier et le marché physique du pétrole, qui traduit à mon sens cette fragmentation tout à fait nouvelle du marché pétrolier. En fait, vous décrivez le début d'une forme de démondialisation et de polarisation des marchés. Et ça, c'est, je pense, l'un des objectifs des Iraniens conjointement avec les Chinois. C'est s'attaquer au système du pétrodollar en exigeant que ce soit payé en crypto-monnaie ou en yuan. Une vaste majorité du pétrole est libellé en dollars, afin de séparer, de contourner en fait un grand pôle qui a été maître de la mondialisation. Donc non, c'est un scénario qui est franchement... Ce qui est fou, c'est l'inflation qui va se répercuter également chez nous, en France. Quand on voit les dernières explications du UFC Que Choisir, qui parlent de 4 à 5% de hausse dans les rayons à venir. Ça, c'est considérable, Alexandre Kateb. Oui, c'est considérable. Mais en même temps, aujourd'hui, il n'y a pas tellement d'inquiétude quand on regarde, par exemple, à la Banque Centrale Européenne. A priori, elle va laisser son taux d'intérêt inchangé parce qu'elle pense que c'est un effet provisoire.
et que ça va s'estomper. Et ça, c'est aussi lié à la situation géopolitique, évidemment, parce que tout le monde parie sur un maintien de ce cessez-le-feu, et notamment les marchés financiers l'ont très vite acté. Et donc, si ce scénario venait effectivement à se renverser et qu'on revenait à une situation de guerre, là, ce ne serait plus d'actualité. Mais aujourd'hui, il y a toujours cette anticipation d'un retour à la normale dans 3, 4 à 6 mois. C'est ce qui compte pour les marchés pétroliers, par exemple, les marchés des futures. Et c'est ce qui compte aussi sur l'impact macroéconomique de l'inflation, c'est-à-dire les effets de second tour. Et la population américaine qui ne comprend plus rien, qui a voté pour un président qui ne devait pas partir en guerre, et puis ces nouveaux sondages qui arrivent pour Donald Trump. 38% des Américains approuvent les frappes en Iran. 50% disent que c'est trop de temps passé aux affaires internationales pour Donald Trump. 41% qui dit qu'il n'a pas de plan pour résoudre ce conflit. 15% qu'il a atteint ses objectifs d'intervention. 40% qui dit qu'il n'atteindra jamais ses objectifs ou qu'il n'en a aucun. Une population américaine qui ne voulait absolument pas voir une inflation sur le territoire américain, et c'est une population qui a voté pour Donald Trump, Alexandre Kateb. Oui, c'est une population qui a voté pour Donald Trump, mais si on regarde tous les sondages d'opinion et également ce qu'on appelle les marchés de prévision sur les élections, on voit que ces marchés de prévision donnaient Trump et les républicains perdants bien avant le déclenchement de cette guerre. Donc je ne pense pas qu'en fait cette question des midterms et de l'inflation a vraiment joué dans la décision de conduire cette guerre ou même de l'arrêter. C'est quelque chose qui n'est pas forcément qui fait pas forcément partie des calculs stratégiques vis-à-vis de ce conflit. Mais tout de même, les critiques ont été virulentes, notamment de la part de ces fameux podcasteurs qui suivaient Donald Trump, qui ont fait partie de sa campagne et qui désormais ne comprennent plus rien. Écoutez Joe Rogan, par exemple. Ça semble tout simplement insensé au vu de sur quoi il a fait campagne. C'est pour ça que beaucoup de gens se sentent trahis, non ? Il a fait campagne en promettant qu'il n'y aurait plus de guerre, ni de ces guerres stupides et absurdes. Et voilà qu'on se retrouve avec une guerre dont on ne peut même pas vraiment expliquer pourquoi on s'y est engagé. Joe Rogan, Tucker Carlson, ce sont vraiment des leaders de l'opinion américaine d'une certaine manière et qui se sont opposés ouvertement. Mais regardez, on le voit aujourd'hui, Joe Rogan, qui était dans le bureau ovale juste derrière Donald Trump. Non, bien sûr, il l'a interviewé pendant la campagne. C'était d'ailleurs une erreur stratégique majeure de la part de Kamala Harris de ne pas être allée chez lui parce qu'elle estimait qu'il était à droite, que ça la desservirait, etc., que ça ne servait pas à grand-chose, alors que c'est le podcast le plus écouté au monde, celui de Joe Rogan. Quant à Tucker Carlson, rien que sur ex-Twitter, c'est, je crois, 17 millions de personnes qui le suivent. Alors, c'est pas forcément tous des Américains, des Américaines, mais ce sont des voix effectivement extrêmement fortes et qui sont un peu à l'avant-garde, j'allais dire, de ce mouvement MAGA dans ce qu'il peut éventuellement devenir. Parce que ça, ce sont des gens qui sont très connectés digitalement, numériquement à la population et qui ont un intérêt commercial à sentir ce qui se passe afin d'y aller avant tout le monde pour maintenir, j'allais dire de manière purement commerciale, leur valeur ajoutée par rapport à la concurrence qui est quand même très très forte dans leur univers. Et eux estiment qu'il y a des trahisons de la part du mouvement MAGA. On voit se dessiner, et vous passiez l'extrait de Joe Rogan, c'est encore plus frappant chez Tucker Carlson, une forme de rupture avec Donald Trump. Donald Trump qui l'a insulté d'ailleurs sur en disant c'est des losers et des idiots. Low IQ. C'est la pire insulte. Avec Megyn Kelly, avec qui il s'était réconcilié, et maintenant c'est fini. Candace Owens, Megyn Kelly, Tucker Carlson, et je me souviens plus qui d'autre, peut-être pas Joe Rogan quand même dans sa liste, mais il y en avait effectivement d'autres. Mais voilà, ça veut dire qu'il y a des tensions au sein du mouvement MAGA, et ces gens-là sont là pour les conceptualiser, les verbaliser. Et les exacerber également. Absolument. Est-ce qu'ils représentent, j'allais dire, une majorité du mouvement MAGA ? C'est difficile de l'estimer pour le moment, parce que, et je termine par là, Donald Trump est pour moi le politicien qui échappe à toutes les lois fondamentales de la physique politique. Vous prendriez n'importe quel autre politicien, je vous dirais peine de mort. Là, lui, il y a ce côté mystifiant.
Et en plus, le fait de se faire lâcher par des podcasteurs sera un impact démultiplié sur une catégorie de la population qui avait beaucoup contribué à la victoire de Trump. Ce sont effectivement chez les jeunes. Vous avez alors les plus extrêmes comme Nick Fuentes, par exemple, qui disent, lui c'est littéralement un néo-nazi, qui disent qu'il préférerait voter démocrate que de continuer. Mais vous avez des gens, comme des streamers de jeux vidéo comme Adin Ross. Alors on va se moquer, mais lui, il avait une audience de millions de jeunes Américains qui pour beaucoup sont allés voter, les tech bros aussi qui sont allés voter pour Trump. Ceux-là sont en train de dire que Trump, alors ils font de l'agisme et disent que c'est le monde de, je cite, des vieux boomers qui veulent des guerres éternelles. Ça, ce sont des centaines de milliers de jeunes qui soit n'iront plus voter, soit vont lâcher Trump. Et ça se voit enfin dans les sondages. Trump a perdu 40 points de la génération Z, 40 points en 2 ans. L'autre fil rouge entre ces différents personnages, Megyn Kelly, Tucker Carlson, Joe Rogan, et Candace Owens, c'est Israël. Bien sûr. C'est-à-dire qu'ils ont une dent contre Israël, et ce que Donald Trump est en train d'essayer de prouver. De l'alliance de Trump avec Israël, notamment. Oui. C'est-à-dire qu'ils disent que Israël a embarqué les États-Unis et les boys dans une aventure loin des côtes et on paye le sang pour une guerre qui n'est pas la nôtre, disent-ils. Et maintenant, le défi pour Donald Trump, c'est de montrer qu'il n'est pas sous influence, mais que c'est lui qui a l'influence. D'où ce message sur Truth Social très explicite où il intime à Benjamin Netanyahu, il pourrait le faire au téléphone, il pourrait le faire de plein d'autres manières, très publiquement, l'ordre de mettre fin à l'agression contre le Liban. Oui, moi je voulais revenir sur cette idée de perte de l'électorat trumpien, parce qu'en fait, si on regarde les familles moyennes, la middle class américaine, ce qui l'intéresse, c'est avant tout l'économie. C'est une économie stupide, hein, comme on disait du temps de Clinton. La priorité dans les élections. Exactement. Mais quand on regarde l'économie, en fait, oui, c'est vrai que les prix de l'essence ont augmenté, mais ils pourraient baisser tout aussi vite demain. Et surtout, l'économie américaine ne se porte pas si mal. Elle se porte même bien. Aujourd'hui, elle résiste à tous ces chocs. Les marchés boursiers ont surmonté la guerre. Aujourd'hui, ils vont de record en record. C'est porté évidemment par le boom de l'intelligence artificielle, etc., mais aussi par d'autres secteurs. Et vous avez le dernier rapport sur l'emploi du mois de mars qui a battu tous les records. Donc vous nous dites qu'en fait, les Américains n'ont pas vraiment de quoi s'inquiéter, en fait. Non, pas vraiment, en fait, contrairement à tout ce qu'on pourrait penser du caractère anxiogène qui est véhiculé par les médias, mais c'est pas ce que les Américains voient at the end of the day, comme on dit. Alors, il y a un autre électorat que Donald Trump est tout de même en train de perdre, c'est les catholiques. Les religieux qui ont voté pour lui. Je regardais les sondages de 2024. 56% des électeurs catholiques ont soutenu Donald Trump. Et cette photo qu'on va vous remontrer, puisqu'elle a choqué beaucoup d'entre eux, c'est Donald Trump qui essaie d'être une forme de Jésus créé par l'intelligence artificielle, et certains y ont vu un blasphème. Oui, absolument. Mais d'abord, il y a maintenant, quand même, on peut le dire, un divorce. Enfin, je ne sais pas si c'est un divorce, parce qu'ils n'ont jamais été vraiment côte à côte, mais il y a un vrai fossé entre le pape Léon XIV, citoyen américain, américano-péruvien,